Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Tout d'abord, avec l'équipe, on vous souhaite une très bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Comme vous avez pu le constater, la semaine dernière, on n'a pas fait d'épisode. C'était exceptionnel, c'était juste parce que justement avec les fêtes, avec la nouvelle année, quelque chose comme ça a été très compliqué de se réunir. Mais vous inquiétez pas, dès cet épisode, on reprend le rythme habituel avec donc un épisode par semaine, tous les dimanches matins, à 11h. Exactement. Comment ça va les amis? Avant de passer à votre semaine déjà, très important. Bah, ça va très bien. Ça va, ça va. Je suis très content de reprendre, Mm. les enregistrements, même si c'était très bien d'avoir cette petite pause. Je passais les fêtes en famille, le nouvel an avec des amis et tout, donc j'avais pas trop le temps et c'était cool, mais ça fait vraiment plaisir de revenir sur ce petit Discord avec tous ces beaux gens en caméra là et de reparler du jeu. Ça fait plaisir. C'est vrai que pour le coup, ouais, ça fait plaisir revenir parler un peu de Flesh and Blood après avoir bouffé comme pas possible pendant les fêtes. Donc, ouais, en vrai, c'est cool. Petit Comme vous pouvez le retour. constater, notre régisseur est parmi nous aujourd'hui. Night Crash et Croissant, du coup, m'accompagnent parce que l'épisode d'aujourd'hui est un focus sur Faille. Et qui donc amené avec nous pour cet épisode de mieux que Night Crash? Parce qu'il faut savoir un truc, parce que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément Night Crash depuis longtemps. Enfin, vous le voyez dans certains épisodes, etc. C'est notre régisseur depuis le début. Mais ce que vous savez pas forcément, c'est que à la base, dans le practice group où on était avec Knight, dès qu'ils ont annoncé Uprising et que Faye a été annoncé, Knight m'a lancé une phrase incroyable. Il m'a regardé et il m'a dit je vais jouer Faye et je vais tellement le poncer que quand les gens auront des questions sur Faye, c'est moi qui viendront voir et c'est vers moi qu'on dirigera. Et pour le coup, c'est arrivé. C'est le cas maintenant. Donc déjà, félicitations parce que Merci. ta dévotion au personnage paye. Ah oui. Parce que tu l'as forcé comment s'appelle, à la pré-release à Madrid. Tu l'as joué depuis. Tu l'as jamais lâché. Jamais. Donc franchement, propre. Très très propre. Bien joué. Amour d'une vie. Ouais, ça c'est. Dès Ah que non, j'ai mais vu c'est vraiment l'illustration, ça. de toute façon, on savait même pas ce que c'était, machin. J'ai vu l'illustration, j'ai vu un ninja draconique, j'ai su que Shane allait se faire ban. J'ai dit, vas-y, let's go. Ninja draconique, ça va partir dans la gueule. On va jouer ça et ce sera parfait, quoi. Ah ouais, il y a eu 0 seconde de réflexion. C'était tellement drôle quand il nous a lâché ça. Pas On est comme genre, dans ah, ces ok. games en fait. Hein. C'est ça. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Fait qu'il jouait Shane avant, genre il a fait oh j'aimais bien Go White comme un abruti avec un aggro, je vais Go White comme un abruti avec un aggro. Let's go. On peut voir ça comme ça. Non, en plus tu connaissais pas le gameplay comme tu l'as dit, t'avais juste vu le design, vu écrit Ninja et Ouais. Draconic sur le même truc et t'as fait let's go. C'est ça. Donc franchement, donc voilà, c'est un peu la petite histoire de l'amour que Night Crash a pour Faye. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que quitte à faire un épisode sur ce perso, c'était une très bonne idée de l'avoir avec nous. PDP reviendra la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et donc, c'est plus simple de parler à trois, tout ça. Donc, nous voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude par votre actualité dans Flesh and Blood, donc c'est-à-dire un petit récap de ce que vous avez fait ces derniers temps sur le jeu. Ensuite, on aura le sujet principal, le comment jouer Faille, le focus sur Faille, la decklist, les conseils, les choses comme ça. Et enfin, on fera un petit point règle avec Croissant, comme d'habitude. La decklist de PDP, étant donné que PDP n'est pas là et qu'on vous présente déjà une decklist, c'est pas forcément pertinent. Et le deviner une carte, question pour un bout de carton, pardon. Donc on va pas le faire parce que, en fait, c'est notre régisseur qui est présent ici. Donc c'est lui qui montre, qui cache la carte d'habitude. Donc il aurait un avantage un petit peu injuste si on essayait de le faire. Donc ça aurait été un peu on va compliqué. juste se contenter donc d'une actualité de Flesh and Blood, le main topic et le point de règle. Et donc, quelle est votre actualité Flesh and Blood ces derniers temps? Night, par exemple. Dis-nous tout. J'avoue, commencer par parce que du coup, moi, ça va être rapide. Parce qu'en ce moment, l'actualité Flesh and Blood, au niveau de l'IRL, il y a beaucoup de choses chez moi qui changent. Genre, je vais devoir bouger d'endroit à plein de trucs. Donc, j'ai pas eu trop le temps, dernièrement en tout cas, d'aller en armory. Par contre, les dernières armories que j'ai faites, j'ai eu l'occasion de retester les choses depuis la sortie du coup de Dynasty. Ça, c'est des choses, vu qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière et que j'étais pas venu, j'avais pas pu en parler, mais j'ai eu l'occasion de tester notamment en armory, en blitz, le Katsu, mais écrit avec un C. C'est pas terrible, c'est compliqué à sortir, mais ça reste fun.
Ça reste fun. J'ai réussi à faire une fois un combo. Je crois que j'avais 8 ou 9 Crouching Tiger. Donc ça va, ça reste un peu fun. Après, sinon, il y a eu la Fiesta. La Fiesta où j'ai réussi à faire top 8. Du coup, je me fais sortir par Pedro et Dash, quoi. Genre, voilà, fin de game, le maximum velocity qui me force à bloquer avec deux cartes de ma main et on va dire que ça finit la game. Et c'était un event absolument incroyable et top 8 avec faille, donc bon, évidemment que je suis content. Et sinon, depuis pas grand-chose, je pense que Croissant aura des infos un peu plus massives pour nous. Euh, alors en vrai, moi j'ai pas eu énormément le temps de jouer ces derniers temps non plus parce que comme j'ai dit vite fait en début de vidéo, j'étais pas mal en famille pour les fêtes, notamment à un moment où j'étais à Nancy, donc pas sur Paris pour mes armories hebdomadaires. Les gens qui Avant font genre, ils ça, connaissent pas Talichar, là. ah si, justement, ouais, je vais y venir. Avant ça, je crois que parce que du coup, c'était, si je dis pas de bêtises en termes de timeline, c'était après l'enregistrement de l'épisode dernier avec Romain qu'on avait fait, et donc c'est un truc dont j'ai pas encore parlé. J'avais fait mes 2-3 rendez-vous habituels sur le mercredi, jeudi, vendredi classique. Le mercredi, j'avais joué Dash et je vais y revenir. J'avais fait 3-1, dont une victoire par bail, donc en réalité 2-1. Mais c'était très sympa. Et après, en Blitz le jeudi et le vendredi, j'ai joué Kano parce que comme je le dis depuis plusieurs épisodes maintenant, c'est un des seuls persos qui me fait vraiment kiffer en Blitz. Et comme c'est broken en plus, bah, dès que j'ai envie de gagner, de faire de l'XP, de faire des points ou autre, c'est un choix facile parce que je triche au jeu. Je joue un tour de plus que mes adversaires et c'est broken. Mais Euh, en plus, je comprends ta volonté de farmer des games. Genre, tu passes beaucoup de temps à judge, donc forcément, tu as moins de moments où tu peux ouais. farmer l'XP, donc faut que tu puisses Et, optimiser ton XP, quoi. et justement, c'est là où j'allais en venir parce que je sais pas si je l'avais déjà dit sur un épisode, mais quelqu'un qui est dans mon groupe de train qui s'appelle Poésie sur le Discord, Paul, qui, je l'ai déjà dit, hein, est un des meilleurs joueurs français selon moi, m'avait dit à une époque, il y a quelques mois, ouais, tu fais que judge et tout, alors que t'es plutôt pas mauvais au jeu. Si tu prenais un deck, genre prends un bon deck, arrête de jouer des Azalea, des Canotières, prends un vrai deck, genre ramène Islander et fais des perfs. Alors c'est pas ces mots exacts, hein, je reformule évidemment, mais voilà. Et je lui avais promis que après les nationaux de l'année dernière, donc en septembre, je reprendrai pour la saison suivante le jeu et que je jouerai plus que je ne judgerai. Et ça va être le cas puisque cette saison, je vais arbitrer un ProQuest, en jouer 2 et jouer un Battle Hard Node sur le mois de janvier. Ce qui signifie que il faut que je me remette dans le process de lock un deck. Et c'est un process que j'avais pas fait depuis plus de 6 mois parce que j'avais fait quasiment aucun event hors Armory sur les 6 derniers mois. Et j'en viens justement du coup au Tal à Talichar. Parce que j'ai commencé à utiliser un petit peu Talichar, notamment parce que j'avais pas pu faire trop d'armory, qu'en plus cette semaine il y a une des boutiques où je vais d'habitude pour faire du CC qui est fermée, donc j'ai encore moins d'opportunités et tout ça. Et je me suis pour l'instant quasiment à coup sûr lock sur Dash. Et sur la version qui est. Il y a une deck tech qui a été faite par Aiden qui est sortie il y a 1 ou 2 jours là, au moment d'enregistrer cette vidéo. Qui est une deck tech sur Dash Anabi, qui en fait du coup joue un aggro. Enfin, en fait, tu as un core deck de 60 cartes qui est très aggro, qui vise à jouer des cartes, enfin des mains où tu pitches pas, tu rentabilises tes maximum velocity, tu rentabilises tes counters sur Anabi. Et c'est presque cette liste-là que j'avais joué parce qu'il avait déjà sorti une première version du deck sur l'Armory avant les vacances, où j'avais fait du coup 2-1 plus le bail. Et en vrai, le deck met beaucoup de dégâts, genre vraiment beaucoup. C'est potentiellement un des meilleurs decks aggro en termes de juste purement de damage. Il y a aussi accès à Pulsewave Harpoon, qui est une carte. J'en ai parlé dans le dernier épisode avec Romain. Je pense qu'à un moment donné, elle sera ban. Parce que la carte est genre complètement fumée. On en avait parlé avec Smiku, cette carte. Ouais, justement, vous en avez parlé dans l'épisode sur Dash. Effectivement, la carte, elle est assez On en a parlé dans l'épisode sur Dash. On en a parlé pendant le spoiler Dynasty.
On en a parlé lorsqu'on reparlait de l'arithmétique des cartes, comme quoi cette carte était absolument absurde. Et en fait, c'est simple. Si vous regardez n'importe quelle vidéo d'un joueur de Dash qui joue Harpoon, écoutez les réactions quand la personne joue le Harpoon et vous comprendrez en fait. C'est Tu entends le indécent. sel. Tu Non, entends même le pas. sel qui incarne. Non, pour le Disons coup, moi ça Non, va. mais je parle pas de ton sel, je parle du sel autour. Ah oui, le sel autour. Le Disons sel. que, Mm. disons que sur la vidéo de Hayden, où il fait sa deck tech, il parle de toutes ses power cards et tout dans le deck, des items, des tours de setup, des maximum velocity et tout. Et à un moment donné, il passe aux lignes de play. Et là, dans le montage de sa vidéo, il met juste un truc où genre, il reçoit un message, mais t'as pas parlé d'Harpoon. Et il fait, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, mais en même temps, la carte, elle est tellement broken qu'elle parle d'elle-même. Et il est passé aux lignes de play, il a jamais reparlé de la carte dans la C'est ça. vidéo, juste il a mis ses 2 lignes de texte. Et ça explique tout. Genre, la carte est vraiment extrêmement forte. Pedro, si je dis pas de bêtises, en a beaucoup parlé dans sa deck tech après la fiesta des 1000 quand il a gagné avec le perso. On en a reparlé avec Romain. Enfin, c'est vraiment une carte qui est très 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 forte et qui vient donner à Dash une des choses qui lui manquait, c'est-à-dire de l'interaction avec les autres decks. Et ça lui donne vraiment un edge contre certains match-ups. Donc je pense que le deck est vraiment fort. Je pense aussi que parmi les meilleurs decks du format, c'est potentiellement celui qui est le plus facile à target avec des cartes comme Erase Face, Smashing Good Time, etc. Ce qui fait que c'est pas nécessairement le meilleur deck à jouer pour un tournoi, même si c'est potentiellement le meilleur ou un des meilleurs en power level. Mais voilà, j'aime beaucoup la liste. On perd un peu des points avec le sideboard contre d'autres match-ups parce qu'on ne peut pas faire un sideboard complet de pistol et tout ça pour plein de raisons. Mais la liste est vraiment cool à jouer, donc c'est très probable que je lock là-dessus. En fait, j'ai 3 decks, je ne donne pas toutes les infos, mais j'ai 3 decks que j'ai envie de jouer pour cette saison de ProQuest. Et je pense que ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la méta et de ce que je m'attends à voir comme deck, parce qu'ils ont chacun un ou deux plutôt très mauvais ou juste mauvais match-up. Et du coup, si je m'attends à voir beaucoup ces decks-là, je ne jouerai pas le deck en fonction et j'adapterai selon ce que je m'attends à voir sur la méta. Et du coup, voilà, donc j'ai fait quelques games avec le deck sur Talishar et tout. J'ai pris un peu de training. J'ai une session de train normalement ce week-end aussi avec les gens de ma team où on va pouvoir avancer un peu sur le deck, peut-être faire un peu de changement sur la liste et travailler des match-ups. Et du coup, bah, je suis hyper excité à l'idée de rejouer une saison compétitive et à faire des tournois. Je vais aller avec tout un groupe de Parisiens en Belgique pour le Battle Hard à Saint-Nicolas. Nice. Ça va être super cool. Donc j'ai vraiment gravate. Et sinon, ma dernière information de ces dernières semaines sur Flesh and Blood, mais qui est même au moment de l'enregistrement de cette vidéo de ces dernières heures, puisque c'était cet après-midi, j'ai repassé, pour ceux qui avaient suivi, j'avais passé fin août, avant le Pro Tour Lille, un des 2 tests de level 2, d'arbitre level 2, qui était le test de rules et de ruling, donc qui sont les interactions des cartes, que j'avais raté à 15% près, je crois, donc à 3 questions. J'avais fait 14 sur 20 et il fallait 17. À l'époque, ça m'avait au moins permis d'apprendre des choses et de me sentir beaucoup plus confiant pour arbitrer à Lille parce que j'angoissais pas mal et je me sentais pas à la hauteur, donc c'était très bien. Mais du coup, j'avais un cooldown, il fallait que j'attende avant de pouvoir repasser l'examen. Et fin novembre, début décembre, j'avais un peu oublié. Et là, je me suis dit, ça va être l'occasion. Et du coup, j'ai fait les 2 tests, donc le Policies et le Rules. J'ai eu le Policies à 85%, donc à 17 sur 20. J'ai eu très chaud parce qu'en plus il y a une question où je me suis encore trompé, où je me trompe à chaque fois. Je ne peux pas la dire évidemment parce qu'on nous demande de ne pas divulguer les questions, mais il y a une question. Tous les tests de Policies que j'ai passés jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'en ai fait 5 pardon, parce que j'avais pris un truc où j'avais refait un test, bref. Et à chaque fois j'ai eu tort sur cette question, enfin ce genre de questions, pour la même raison, et à chaque fois je dis ok, maintenant j'ai appris et je n'apprends pas et je n'arrive pas à apprendre ce point de Policies, et donc il faut voilà. Ça m'avait fait la même sur les tests Yu-Gi-Oh! Les tests Yu-Gi-Oh! J'avais le même souci. J'avais un truc et tu 3 n'arrives fois pas le test et à chaque fois la question c'est le même type de truc et il y a un truc dans le cerveau qui veut pas. C'est ça, et tu n'y arrives pas. Enfin, c'est pas que c'est, comment dire, c'est pas que c'est infernal parce qu'à la limite, tu vois, genre je peux quand même voir les différentes policies online quand je suis sur un tournoi, etc. Donc s'il y a une petite info qui me manque de temps en temps, c'est ok parce que je peux aller la chercher. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, ah, c'est drôle, c'est encore la même chose sur laquelle j'ai pas bon.
Et du coup, voilà. Et l'examen de rules, donc qui sont, encore une fois, sur les rulings des cartes, les interactions des cartes, comment se passent des choses. J'ai eu 95%, donc 19 sur 20. Bravo. Du coup, je suis super content. Et du coup, donc tout ça pour dire que j'ai maintenant quasiment tout de prêt pour devenir L2, puisque donc les différentes choses qu'il faut, il y a un truc où il faut être judge de level 1 depuis un certain temps, il faut 120 jours, j'en ai 242, donc ça va. Il faut avoir arbitré un certain nombre d'événements de tiers 2 ou plus, c'est-à-dire 2 dans l'année précédente, et je suis à, si je dis pas de bêtises, 8 de ce type d'event, donc pareil, ça va à peu près. Et fallait réussir du coup les 2 tests, donc les rules et les policies. Et j'ai réussi les 2 enfin. Et du coup, j'attends un dernier truc que je ne dévoilerai pas, mais que je devrais avoir bientôt d'ici 1 ou 2 jours. Et du coup, c'est fort possible que dans l'épisode prochain, j'officialise le fait très bien. d'être L2. Donc voilà, donc je suis Ce super serait content. très parce très que, cool. Ouais, franchement, je suis super content d'avoir réussi les examens déjà. Ouais, bah oui. Et normalement, pour le dernier critère, je m'inquiète pas trop. ça devrait aller. Et du coup, voilà, je suis vraiment super content. Donc, c'était un peu le highlight de ma semaine, de mes dernières semaines sur Flesh and Blood. Et voilà, c'était du coup un peu rempli. Pas que au niveau gameplay, mais voilà, du coup, super content de tout ça. Du coup, les gens vont être beaucoup plus critiques au niveau des points de règle. Hein. Attention, hein. T'as plus intérêt à te tromper. Hein. Ouais, attention, là, hein. là, ça va être, Faut faire attention. Ouais, je vais. Bah, après, enfin, L2, L1, être judge, pas être judge, on peut de toute façon faire des erreurs. Hein. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais les arbitres ne sont pas infaillibles. Mais c'est vrai que c'est quand même cool parce que je peux postuler pour des postes avec un peu plus de responsabilité sur des gros events. J'ai du coup de fait un CV qui est potentiellement un peu meilleur et qui du coup peut être un peu plus intéressant pour justement être à ces events-là et être pris. Et je vais avoir, parce qu'il va y avoir des changements sur le programme d'arbitrage, et en fait le fait d'être L2 m'assure de pouvoir continuer à arbitrer tout seul en étant head judge des tournois intermédiaires style ProQuest et Road to National notamment, sans avoir besoin de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si tout ça, enfin voilà, parce qu'il y avait un changement à un moment où il y avait un risque en étant L1, je puisse plus faire ça sans avoir un L2 en head judge, et du coup là j'ai plus besoin de m'inquiéter de ça, ce qui est quand même plutôt super cool, parce que même si là je vais jouer ma saison compétitive, c'est arbitrer est quand même un truc que je continue d'adorer, donc voilà, ça fait plaisir dans l'ensemble. Ok. Très bien. C'est vraiment cool, je suis content pour toi. Du coup, j'ai hâte de voir la semaine prochaine là que tu nous dises ce que ça donne. Voilà, le fameux dernier critère mystérieux. Ça dépend peut-être de quelqu'un que je ne citerai pas, à qui j'ai peut-être envoyé un message. Je ne citerai pas du tout la potentielle personne dont je suis sûr de savoir qui c'est. Qui ne m'a peut-être pas encore répondu, mais je ne désespère pas. Non, je suis sûr que ça va tout à fait le faire. Bon, je pense. J'ai aucun doute sur le sujet, perso. Voilà. Bon, eh bien, les amis, en tout cas, tout ça, en vrai, c'est des bonnes nouvelles. C'est genre très bonne nouvelle. Le retour compétitif du croissant, son L2 qui arrive, Knight qui a pu enfin tester le Katsu, même si le résultat était décevant. Mais j'ai pu le tester. J'ai pu le tester et j'ai pu même. Il a fait la combo une fois. J'ai fait la combo. J'ai fait la combo une fois. Mais en vrai, par contre, ça m'a fait du bien de changer un peu de faille quand même, parce que vraiment, comme l'a dit Otal, je ponce faille depuis Madrid. Depuis Madrid. Pour un deck vraiment différent aussi la prochaine fois, tu vois, parce que donc t'as juste remplacé les fait ninja par ninja. Ouais, je change un peu, surtout en blitz, en CC beaucoup moins, parce qu'en CC, faille est plus technique à jouer en CC qu'en blitz, surtout depuis j'en parlerai après, surtout après un certain ban. Mais c'est plutôt en blitz où j'ai tendance à changer. Je sais que je me suis monté un Reinhardt, j'ai toujours mon Shane qui fonctionne en blitz, j'ai le Katsu, genre en soi ça va. Ouais, ça reste des decks dont le but est quand même d'aller en ligne droite jusqu'à la tronche de la je crois que le pire deck que j'avais joué en blitz, pour le coup, c'est Croissant
qui m'avait prêté son canot. J'avais C'est vrai qu'il y avait rien des compris. canons, non? Bah Oui, oui, il y c'est a vrai. longtemps. Tu m'avais prêté canot pour une armory blitz et j'avais rien compris. J'étais en mode, mais attends, mais c'est pas possible, mais comment je le tue Tu là? l'avais pas formé à 3h Genre, du mat aussi une fois là? si tu m'avais Et- expliqué, ouais. C'était incroyable ça. Il Et perdait contre c'était le bot rigolo. Ouais. table. Il perdait contre T'inquiète. l'IA. Mm. T'inquiète, moi aussi je perdais contre l'IA la première fois que j'ai fait mes games d'Icelander et de Cano. Et c'était drôle. C'était C'était très assez très incroyable. drôle. Mais en vrai, en vrai, là, je suis content parce que j'ai prêté Cano et depuis, bah, il a son propre deck à quelqu'un dans notre commu et en plus, il c'est commence cool. à bien jouer le perso. Et... Ah, je crois que je J'ai un vois de petit qui tu peu parles. Ouais, je dévoile pas son nom, surtout que je laisse un peu de mystère, mais c'est possible qu'il vienne Ok. Dans un de nos quelques épisodes. épisodes. C'est pas impossible. Parler de Cano. parler d'un personnage qu'il maîtrise très bien. Et je suis content parce que c'est un petit disciple qui joue extrêmement bien au jeu, je trouve. Et du coup, ça fait plaisir de le voir sur un deck qui demande du skill et qui est rewardant quand le pilote est bon. Cano, je trouve que c'est. Alors, c'est plus simple de faire des choses avec en blitz parce que c'est plus simple de compter à 20 qu'à 40. Mais c'est vraiment un deck où plus le pilote est skillé, plus tu vois plus tu peux te démarquer. Et comme je pense que la personne en question est très bonne au jeu, ça fait plaisir de le voir sur un deck qui a ce potentiel-là d'avoir un ceiling qui explose avec le skill du pilote. Ok, c'est cool. On verra. On verra avec beaucoup de hype qui tu vas nous ramener et qui est ce fameux disciple. Alors je vous préviens tout de suite, s'il vient pour un épisode, il ne parlera pas de Cano. Mais il parlera d'un héros qui maîtrise très bien. J'ai une théorie. Les gens de Paris savent parfaitement. Les gens qui nous suivent, qui sont de Paris et qui vont dans les mêmes locaux, genre dans les mêmes armories et tout que moi, voient très bien de qui tu veux parler. Je vois très bien de qui tu veux parler. Je pense. Moi, je vois pas, mais je suis quand même sûr de voir. moi, je vois très bien. Je vois très bien et c'est tout à fait vrai. En tout cas, on se laisse un peu emporter là par les discussions. On sent que ça fait longtemps qu'on n'a pas catch-up, tu vois, du coup. Mais après, le main topic, c'est jouer aggro. Genre, il va nous dire aggro, on gagne quand on a plus de PV que l'adversaire. C'est ça. On gagne quand il est à 0 ou quand il est à 1 et qu'il peut pas bloquer Phoenix Flame. Bien joué à nous. C'est ça. Si on attaque plus de fois dans le tour qu'il a de cartes en main, on fait passer des dégâts. C'est tout à fait vrai. Il a 4 cartes en main, tu peux attaquer 5 fois, tu leaks. Bien joué à moi. 5 fois Qui attaque 5 fois? Ouais, ou 6 ou 7. 8, 9. 5 c'est le minimum, tu vois. Genre 5 c'est le minimum. Ça dépend combien d'Art of War tu as. Quand tu prends le deck, on te dit vas-y, t'attaques 5 fois par tour pour t'échauffer, tu vois. Ouais, c'est le floor. C'est ça. Ouais. Mais si t'arrives pas à attaquer 5 fois par tour avec le deck, c'est que t'as pas compris le deck. C'est qu'il y a pas c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Mais on va pouvoir en parler. Mais du coup, voilà, on va pouvoir en parler. De toute façon, si les gens sont encore restés, c'est que c'est des gens qui aiment écouter nos blabla et nos discussions, qui partent en sucette, donc tant mieux. Et si les gens voulaient de toute façon voir direct juste le main topic, il y a les timecodes. Il y a les timecodes pour la version YouTube. Pour les gens sur Spotify, Apple, Google et autres, je compatis. Non, je les mets aussi. Il y a les oui, mais après, c'est plus compliqué de les chercher et de les trouver dans ces situations. Ouais, mais il n'y a pas juste à cliquer sur le code. C'est vrai, si vous le voulez, vous êtes motivé. Une information que vous auriez peut-être apprécié d'avoir avant qu'on lance nos speech. Mais imaginez juste. Imaginez juste les gens sur YouTube qui arrivent et qui voient genre l'actualité dans Flesh and Blood des joueurs. Il y a genre une demi-heure, tu vois, au début du truc. C'est ça. Le main topic, il arrive une demi-heure après le. Et le main topic, du coup, pour compenser, va ne faire que 15 minutes. Voilà, Ah bah, le main topic, de toute façon, en vrai ça va surprendre des gens. Ça va surprendre des gens, mais en vrai, il y a plus à dire que juste aggro, faire 5 attaques par tour. Oui, non, en vrai, on troll. Moi, le premier, je troll beaucoup sur les decks aggro. Mais je le redis au cas où il y a des gens qui en doutent. Il y a des decks, et je continuerai de dire ça, qui ont un floor qui est beaucoup plus simple à atteindre, ou qui sont moins punitifs sur leurs erreurs que d'autres. Mais ces decks-là, parce que Flesh and Blood est un jeu comme il est, qui est extrêmement skillé, avec énormément d'interactions, avec un système de pitch, avec un système de tour par tour qui est particulier,
même ces decks-là, en fait, ont un ceiling qui est extrêmement dur à atteindre. Et la différence entre un excellent joueur d'aggro, de faille, de braillard, de ce qu'on veut, et un joueur qui juste à pick up le deck et entre gros guillemets un peu crash ses mains, va se voir. Ça ne veut pas dire que Mm. la personne qui joue bien le deck va gagner beaucoup plus de games, parce qu'il y a une grande partie des games qui seront gagnés juste avec le power level du deck et en crachant ses mains. Mais les games qui ne seront pas gagnés comme ça seront gagnés par la personne skillée avec le deck, qui atteint le ceiling du pack, et ne seront pas gagnés par la personne qui atteint son floor. Et c'est juste qu'il y a des decks où le floor est plus dur à atteindre, et où même quand on l'a, on va perdre des games que juste on perd parce que voilà. Mais même les decks aggro, il y a de la réflexion quand même, il y a des choses à connaître, il y a des choses à prendre en compte, il y a des calculs à faire et tout ça. Et c'est pas beaucoup plus simple à jouer qu'un autre deck. Un des decks qui était un bon exemple de ça, c'était Starvo, je trouve. Mais sur le fait que c'était en effet un de ces decks où ça allait en ligne droite, mais par contre, tu voyais le gars qui arrivait, qui avait jamais joué le deck et qui faisait Ah, qui prenait des baffes. Hein. Et le pour gars Starvo, qui, par contre, savait vraiment bien le jouer, quoi. ouais. Bah, en fait, Starvo, puisque moi j'ai connu plus que vous cette méta-là, Starvo, en fait, ce qui a vraiment fait la différence sur les gens et le pilotage du deck et le skill des joueurs et tout ça, c'est notamment quand la liste contrôle est apparue. Et en fait, tu avais des Mhm. joueurs qui n'avaient pas le skill. Alors, certains, c'était un choix et certains ne voulaient pas. Mais il y a une grande partie des joueurs qui jouaient à Starvo qui n'avaient pas le skill pour jouer la version contrôle où tu devais pitch stack exactement tes mains de 3 éléments plus une attaque et tout ça, qui était très très dur à jouer, qui était beaucoup plus dur à jouer que la version un peu casino aggro. Et ces personnes-là gagnaient quand même beaucoup de games parce que la version aggro casino restait très très forte de par le design du perso. Mais les gens qui réussissaient vraiment le plus à gagner des tournois à top régulièrement dans cette méta et à extrêmement bien performer, c'est les gens qui avaient pris une liste plus contrôle, qui était notamment à l'époque celle de tiens Michael Hamilton, Incroyable. encore lui, et qui savait jouer pour ce pitch tag, pour ce second, voire ce troisième, voire des fois même ce quatrième cycle, et qui arrivait à setup 3, 4, 5, 6, 10 tours en avance ce qui allait se passer. Et là, c'était potentiellement le meilleur deck dans l'histoire du jeu. Ce deck-là, quand il était bien piloté. Mais effectivement, la version casino était jouable par la plupart des joueurs à un niveau assez simple, on va dire, sans dénigrer du tout ces joueurs-là et les joueurs qui le jouaient, hein, mais on pouvait avoir des résultats Je fais partie des assez gens qui l'ont joué, je satisfaisants. me sens pas dénigré. Hein. On pouvait avoir des résultats assez satisfaisants avec cette liste aggro sans atteindre un ceiling avec le deck extrêmement haut. Ouais. Et je pense que du coup, bon, les decks qui ont beaucoup été critiqués dans la côté aggro, comme l'a été Shane, comme l'a été Briar, comme l'est maintenant Faille, représentent aussi ça très bien du coup d'avoir ce côté. Mm. Certes, tu peux pick up le deck, jouer même dash en fait, le même dash au final entre dans cette catégorie. Tu peux pick up le deck, mais il y a une différence entre un Knight qui joue Faille, un Pedro qui jouait son Shane et moi qui Et pick moi up qui le deck pick et up qui fait Fire des Chain, trucs au pif, et exactement. voilà, Ouais, c'est ouais. ça. On est tout à fait d'accord. Et donc, même si on vanne beaucoup sur les joueurs aggro, c'est un peu obligatoire en même temps, puisque Croissant et moi, on est tous les deux des joueurs contrôle, slash mid-range, tempo. Donc, on est vraiment genre, on voit les joueurs aggro, on les regarde, on fait non. Donc, forcément, forcément, on vanne beaucoup. Mais je suis le premier à reconnaître que le jeu aggro, c'est un jeu super technique. C'est un jeu où tu joues beaucoup sur anticiper ce que va faire l'adversaire et anticiper comment tu peux mieux contrer l'adversaire, savoir exactement de quelle carte tu peux te priver ou non à quel moment. Parce que justement, tu as besoin de leak tes dégâts, tu as besoin de la Ouais, moindre de tes baffes passe souvent. Donc, faut que tu optimises le moindre des trucs. C'est pas juste faire des maths basiques, c'est savoir de quel PV tu as besoin à quel moment et de quel PV tu as besoin de faire perdre à quel moment. Donc ouais. ça reste quelque chose de vraiment très technique et ça reste quelque chose de super intéressant. Pour avoir Et, beaucoup joué aggro pour Climb sur certains jeux, Climb Lilo notamment sur Runeterra, je me suis rendu compte de ça en le jouant parce qu'au début ouais, j'étais aggro grou bah, à littéralement. Enfin, pas ironiquement du coup, je croyais sérieusement que c'était comme ça que ça se jouait et en fait quand tu commences à jouer tu te dis ah ouais non, Un peu plus ça n'a rien complexe à que voir en ça, fait. ouais. Mm. mais d'ailleurs, ouais, je pense que Nike, tu vas nous en parler juste après, mais
un des skills qui pour moi est hyper important et que tous les joueurs aggro n'ont pas forcément, c'est quand est-ce qu'on peut se permettre de bloquer avec une carte, quand est-ce qu'on doit se permettre de bloquer avec une carte ou plusieurs. Et je pense notamment, et encore une fois tu vas revenir dessus je suppose, mais je pense qu'un joueur qui est considéré comme le meilleur joueur de faille à l'heure actuelle, qui est Daniel Rutowski, a prouvé justement avec ses adaptations de liste et avec ses play patterns lors des nationaux US et ensuite lors des Worlds, que lui avait ce skill-là et que ça le différenciait de beaucoup de joueurs de faille et que c'est en partie de mon point de vue pour ça qu'il avait aussi bien réussi parce qu'il avait réussi à s'adapter à un changement de méta, à adapter sa liste, à adapter un petit peu ses play patterns et à reconnaître des choses qu'il n'avait plus le droit de faire avec son deck, c'est-à-dire cracher sa main à chaque tour et être en mode turbo face. Et ça, faille dans la méta précédente, on ne sait pas encore pour la méta à venir, mais dans la méta précédente, n'avait plus le droit de le faire. Et les joueurs qui ont reconnu ça et qui se sont adaptés sont ceux qui ont continué à vraiment bien performer et à être très bons sur le deck. Là où les autres ont perdu beaucoup de points dans certains match-ups parce que justement, il n'y avait pas ce ceiling-là d'adaptation et ce skill chez les pilotes. Et c'est là, dans ce genre de cas, où on voit vraiment la différence entre des très bons joueurs sur le deck et des joueurs d'un niveau plus moyen, voire des fois bon, mais qui n'ont pas ce edge en plus. C'est ça. Avant de montrer la decklist, etc., moi, enfin, je tiens à confirmer, au World, il y avait donc 2 joueurs de faille qui se sont hitsés top 8 ou 3, je sais plus, mais un qui s'est fait éliminer en top 8. Mais je sais qu'après, il y a 2 joueurs de faille qui se sont rencontrés, donc Daniel Rutowski, j'ai du mal, désolé si je le prononce mal, hein, désolé pour lui, et un autre joueur, et juste au niveau rien que des listes, c'était assez impressionnant parce que comme tu le dis, Daniel, je le considère comme actuellement un des meilleurs joueurs de faille au monde parce qu'il a compris quand bloquer. Pour beaucoup de personnes, avec faille, tu bloqueras jamais, bloquer n'existe pas, alors que c'est complètement faux. C'est juste qu'en fait, une partie de faille, et ça s'est beaucoup vu justement dans cette partie spécialement, se divise en 2 parties très distinctes. Je vais parler en CC principalement, j'expliquerai pourquoi en montrant la liste, je ne parlerai pas trop du blitz avec faille, mais je vais surtout parler du CC. Il y a vraiment 2 parties très distinctes dans les games, en CC avec faille. C'est le 40, 12, 10 points de vie, à peu près, et ensuite en dessous de 12 points de vie. Parce que quand vous êtes en dessous de ton adversaire ou de tien? Dans les tiens, des PV de faille. Parce qu'en fait, quand vous êtes à 12 points de vie, c'est là où vous allez vraiment commencer à chercher à dire « Ok, d'accord, j'ai cette main, est-ce que je peux me permettre de lâcher une carte pour bloquer ?» C'est le moment où, en général, vous allez commencer à lâcher vos équipements. Donc, c'est votre torse, vos gants qui sont plus utiles avant. Mais c'est vrai que, bon, c'est quelque chose, on est un peu décrié pour ça. On va dire qu'un faille qui se prend une phase de burst, faille, il regarde, il a 30 PV. En général, il dit « Vas-y, mais envoie. » Et je sais qu'en théorie, je suis censé te mettre plus. Donc, il faut bien différencier ces 2 parties-là dans une partie de faille. À la différence de son adversaire, pendant les Worlds qu'on a vu, qui reste un excellent joueur de faille, mais qui lui, je ne saurais pas trop pourquoi, s'était orienté sur une version faille un peu plus tempo défensif potentiellement pour pouvoir mettre plus de cartes qui défendent à 3, parce que bon, ça j'ai pas besoin de le préciser, mais je vais le préciser quand même pour les personnes qui ne connaissent pas forcément faille, on peut pas avoir que des choses bien dans le deck. Le plus gros problème de faille, c'est que la plupart de ces cartes bloquent à 2, bien évidemment, parce que sinon ce serait complètement délirant. Du coup, faille bloque très mal, et c'est là où vous pouvez aller voir l'épisode sur l'arithmétique des cartes, vous comprendrez très bien ce que je veux dire, par le fait que les cartes de faille auront beaucoup plus de valeur à être utilisées en attaque qu'à être utilisées en défense. C'est pour ça que quand on va réfléchir à la défense, ça va commencer à devenir beaucoup plus tricky, et c'est là où tout va se jouer en général, et notamment sur cette game, qui a eu lieu au World, où on voit vraiment qu'il y a eu 2 tours où ils se sont juste tout mis dans la tête. Les 2 joueurs sont arrivés à 10 points de vie, et à partir de là, ils ont vraiment commencé à réfléchir. Mais oui, Daniel, pour le coup, un des meilleurs joueurs de faille. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux commencer à parler avec la liste. Vas-y. Parce que ça va être sa liste que je prends, c'est la liste que je joue, bien évidemment. Alors, elle est un peu revisitée sur une seule chose, qui pour moi était valable pendant les Worlds, et il y a une chose que j'ai modifiée, ce sont les cartes bleues. Je vais cliquer là, hop. Ce sont les cartes bleues du deck que j'ai changées,
pour une raison que j'expliquerai, mais que beaucoup de personnes, j'en ai beaucoup parlé sur le Discord FR. Et pour la petite anecdote, donc j'ai beaucoup joué failles, j'ai testé beaucoup de listes de failles, que ce soit des listes uniquement draconiques, des listes un peu plus tempo, des listes un peu plus défensives. Et c'était un mardi soir. Daniel sort la deck tech de son deck faille au World. Donc j'utilisais déjà son deck. Je regarde donc sa vidéo de deck tech qui dure une bonne heure et demie. Je me rends compte que je joue pas du tout le deck comme lui et qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc je fais 4 heures d'études de deck tech, le lendemain Armory, et je gagne l'Armory avec le deck. Comme quoi parfois passer du temps sur YouTube, ça peut servir hein, pour travailler vos decks et vos decklists. Hashtag abonnez-vous. Hashtag abonnez-vous, bien évidemment. Et du coup, ça va être cette liste-là que je vais vous présenter parce que depuis, j'ai juste changé quelques bleus, mais sinon, j'ai pas changé de liste. La plus grosse différence, donc je vous mettrai la liste ensuite en description. La principale différence que vous verrez dans cette liste par rapport à la liste de Daniel, c'est que Daniel joue une carte qui s'appelle That's All You Got, qui est bien connue pour les gens qui jouent contre faille, qui permet, je sais plus si c'est pour 2 ou pour 1, mais qui donne -1 à toutes les attaques de l'adversaire pendant son prochain tour. Non, alors, c'est pas That's All You C'est Got, pas That's All You Got, c'est je confonds. Non. This Round On... Ouais, je confonds toujours les deux cartes, je suis désolé. Est-ce que tu peux Oui. répéter le nom de la C'est celle carte qui bloque bien les clairement? attaques, Alors, du coup, donc effectivement, This Round This Round On Me, voilà. C'est les mêmes c'est noms, une hein. carte qui coûte 1, qui est une non-attack action, qui bloque à 3 et qui est bleue, donc qui pour beaucoup de decks en fait a une flexibilité qui lui donne un floor qui est relativement correct, puisque c'est une carte de ressources et une carte qui bloque. C'est des concepts dont on parle souvent et dont on viendra peut-être sur cette vidéo et les prochaines. Et c'est une carte qui, quand on la joue, dit les deux joueurs piochent une carte, puis pendant le prochain tour, enfin jusqu'à la fin du prochain tour adverse, les attaques qui vous ciblent ont -1. C'est ça. Et donc, en fait, ça permet, contre faille, de réduire en partie ses breakpoints et de réduire les attaques comme Phoenix Flame qui, du coup, attaquent à 0 et qui sont beaucoup moins menaçantes. Et en général, les joueurs partent du principe que donner une carte à faille, donc lui faire piocher une carte, vaudra moins de points en termes de maths, parce que c'est une carte qui va attaquer à 3 ou 4 en moyenne, que les points qu'on va gagner, parce que comme faille va nous attaquer 5, 6, 7, 8 fois, c'est ça. on va se retrouver dans une situation où on lui a donné 3 ou 4 points en lui faisant piocher une carte, et on va gagner 5, 6, 7 points de vie sur certains tours, en réduisant 5, 6 ou 7 attaques de 1. C'est ça. Donc c'est à notre avantage. C'est ça. Alors, en théorie, c'est à votre avantage. En théorie, oui, évidemment. That's All You Got, on le jouait dans d'anciennes versions. Maintenant, c'est plus vraiment joué, en tout cas dans le deck faille. On ne le joue plus parce qu'on a autre chose à mettre en side. Mais on va dire que This One on Me était surtout joué par rapport aux premières listes de failles qu'on avait, hein, les listes donc, de Grandal, donc qui jouaient des Tome of Firebrand, quelque chose de beaucoup plus high roll, beaucoup plus explosif. Très proche d'un deck combo en fait. C'est ça, qui était plus proche d'un deck combo, et où là par contre on pouvait littéralement bloquer pendant un tour la combo de l'adversaire, parce que du coup c'est vrai que là, -1 sur toutes les attaques, quand l'adversaire prévoit d'en faire 12 dans le tour, ça c'est beaucoup plus impactant. Avec cette liste, je trouve que la carte a beaucoup moins lieu d'être. Pour une autre petite anecdote, à la Fiesta, j'ai affronté quelqu'un qui m'en a joué un, et au final il m'a fait piocher un deuxième Art of War. Donc autant dire qu'avec un tour où toutes mes attaques ont -1, il a pris 32, je crois. Donc c'était plutôt violent, juste parce que du coup la carte piochée était un Art of War, et ça m'a donné un avantage, donc un Art of War en arsenal et un Art of War de piocher. Cette liste-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle a tendance à être plus, comment dire, plus linéaire sur les plays, mais surtout plus consistante. C'est-à-dire qu'elle va avoir des meilleurs outputs, et par contre le tour où elle va exploser, en général elle va exploser, et pour ça je vais juste vous montrer la liste et vous allez vite la comprendre. Alors, déjà j'ai une très rapide question à te poser sur la liste, parce que tu dis que c'est une liste des Worlds. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme modification, tu dis qu'elle a modifié les bleus, etc. Oui. Est-ce qu'il y a eu des modifications justement par rapport au fait que la méta peut avoir évolué depuis les Worlds, qu'on a vu des choses pendant les Worlds, etc., qu'il y a Dynasty, est-ce que tu as changé des choses par rapport à toute cette actualité du jeu? J'ai changé une chose par rapport à Dynasty,
C'est quelque chose Mm. que je préciserai après. Il y a une petite carte, un petit équipement qui s'est rajouté, hein. Beaucoup de personnes auront compris lequel et j'expliquerai pourquoi. Mais pour moi, cet équipement est maintenant obligatoire quand vous jouez faille parce qu'il donne un trop avantage. Mais sinon, à part les bleus que j'ai modifiés, je n'ai absolument rien touché. Tout simplement Ok. parce que Daniel est arrivé à ce niveau-là dans les Worlds parce qu'il est arrivé avec une liste qui est incroyable, qui est extrêmement bien équilibrée, extrêmement bien calibrée. Et c'est surtout, comme beaucoup de personnes sur YouTube pourront l'avoir remarqué, la particularité de ce deck faille, c'est qu'il a un main deck de 46 cartes. Donc il est extrêmement polyvalent. Extrêmement polyvalent. Le side est monstrueux. Il y a des choses de fou à faire avec ce deck. Donc non, à part les bleus, j'ai rien modifié. Vraiment, j'ai juste mis des bleus qui pour moi s'adaptaient potentiellement mieux à la méta. Sur le fait juste qu'elle bloque 3 et je vais vous les présenter. Donc Alors, je sinon, non, pas pense, tant de modifications que ça. je pense que je vais me permettre de faire un petit peu un rappel aussi qu'on n'a pas forcément trop fait, c'est que là, cet épisode, c'est du coup maintenant le troisième d'une série qu'on veut faire un peu là avant et pendant cette saison de ProQuest. Alors, Mm. quatrième si on compte l'épisode d'Arachni, Oui. mais qui est plus ancien et qui était pour des raisons un peu différentes de mon point de vue, parce que c'était un nouveau personnage et tout ça. Là, on parle plutôt, quand je dis 3, du coup, c'est le deck Dromai, enfin, le focus sur Dromai, le focus sur Dash, et maintenant le focus sur Faille qu'on vous présente dans cet épisode. On va continuer sur des prochains épisodes. Hein, c'est pas une surprise, on vous a déjà dit qu'on le faisait pour d'autres héros. Et le but, en fait, c'est d'essayer de présenter le maximum d'héros qu'on pense les meilleurs ou viables pour différentes raisons dans la méta ProQuest à venir. On ne peut être sûr de rien parce que cette méta n'a pas encore eu lieu. Donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui va découvrir un deck qui va changer énormément de choses par rapport à ce qu'on dit là, parce que d'un coup, on va se rendre compte que X ou Y carte était en fait broken et que donc ça rend tel héros broken. Et donc Faille n'a plus lieu d'exister parce que Katsu est un bien meilleur deck ou j'en sais rien. Ça, c'est très difficile de le prévoir avant que ça arrive, évidemment. Mais dans l'état, Faille était un des meilleurs decks, si ce n'est le meilleur deck au moment des Worlds avant Dynasty. La méta post-Dynasty va changer, ça c'est une certitude. Mais Faille n'a rien gagné comme carte dans Dynasty. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'adapter la liste, à part si on est sûr que la méta va aller dans telle direction et qu'on veut se préparer pour tel deck. Maintenant, arrête-moi si je me trompe, Knight, mais c'est aussi un deck qui est bon pour sa consistance et son power level, parce que son potentiel d'agressivité est très haut. Et quand on joue un deck aggro, c'est beaucoup plus dur de s'adapter à des méta, à part en changeant peut-être une ou deux deck cards dans tes sideboards, parce qu'en fait, comme tu le dis, si Daniel est arrivé aux Worlds et a très bien performé aux Worlds avec cette liste, c'est que à cette époque, c'était probablement la meilleure liste qu'on pouvait faire pour Faille. Et comme c'est un deck qui veut appliquer son plan de jeu, puisque c'est un deck aggro, il n'y a pas vraiment de raison de changer du tout au tout les cartes qui sont dans le main board, puisque ces cartes-là sont a priori les meilleures pour appliquer le plan de jeu de Faille, qui est d'agresser et de tuer. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément un deck qui a beaucoup changé post-dynastie, voire pas du tout, comme tu nous le disais. Mais a priori, sauf grosse découverte d'un joueur pro qui va arriver avec un truc complètement broken que personne n'aura vu venir, Faille devrait rester un des meilleurs decks, et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle, parce que c'est a priori un deck que vous allez pouvoir voir beaucoup en ProQuest, et qui est un très bon choix de deck si vous hésitez sur ce que vous voulez jouer et que vous cherchez à pick up un deck et à lock un deck pour cette saison. C'est ça. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Ah, vas-y. Ce que je voulais rajouter justement, parce que comme tu disais, au final, les decks aggro n'ont pas beaucoup d'adaptation à la méta, à part une ou deux deck cards, contrairement à des decks contrôle, où là par contre, justement, Exactement. le deck contrôle a tendance à, au contraire, devoir attendre une ou deux semaines que la méta se définisse pour vraiment avoir un build capable d'y répondre, tout simplement. Et donc ça rend les decks aggro comme Suidefy très intéressants à pick-up en début de saison. Si vous êtes un nouveau joueur, vous ne savez pas quoi jouer, je peux que conseiller des decks aggro au début, justement parce qu'on disait le floor est plus bas, donc ce sera plus simple de jouer au début. Et en plus, ça vous permet d'avoir moins besoin d'attendre pour vous mettre directement dans le bain et commencer à jouer dans le méta plutôt que d'attendre justement
d'attendre ces 2-3 semaines pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne liste avec les bons équipements, les bonnes Et, defense reactions, les bons counters, etc. et j'ajouterai un tout petit point là-dessus, parce que tu as parlé d'équipement, c'est aussi, même si Knight, on est bien d'accord que les équipements légendaires pour Faille sont très importants Oui. et font beaucoup partie de ce qui fait que c'est un des meilleurs decks, évidemment. Mais les decks aggro sont aussi souvent les decks qui souffrent le moins de ne pas avoir leur équipement légendaire, de manière générale. C'est pas tout le temps 100% vrai, c'est pas voilà. Mais par exemple, Oldhim va avoir beaucoup plus de mal à avoir une liste qui soit compétitive et qui tienne la route sans Crown of Seeds ou sans un de ses boucliers, parce que ça fait partie des cartes qui sont la raison de jouer Oldhim, ou une des raisons. Là où Faille, par exemple, Mask of the Pouncing Lynx, qui est une excellente carte, est une Majestic qui ne coûte pas grand-chose. Et il y a des alternatives qui peuvent être très correctes, qui étaient jouées même à une époque, sur des emplacements de bras et de torse, surtout de torse d'ailleurs. Et on se retrouve donc avec des decks qui sont peut-être un peu plus facilement jouables quand on débute le jeu, même à un niveau style ProQuest et tout ça, qui est un niveau quand même assez compétitif. Mais disons que ça va pas être la meilleure version de la liste, mais vous allez moins souffrir en termes de power level de votre liste et de jouabilité de votre liste que dans d'autres decks, comme par exemple Islander qui sans Stormstriders va être un deck bien moins pertinent, Oldhim qui sans Crown of Seeds va être un deck bien moins pertinent, etc. Donc c'est aussi, je pense, comme tu disais Otal, en termes de skill à avoir pour atteindre le floor du deck et en termes aussi de budget, ça en fait Faille et d'autres decks aggro, de mon point de vue, des très bonnes options pour débuter le jeu pour une saison compétitive parce que c'est beaucoup plus accessible. C'est ça. Pour le coup, là, tu as dit quelque chose de très très intéressant, tu as précisé, et je vais remettre un point dessus, parce que ça fera un bon truc justement sur Faille. Au niveau des équipements, il y a vraiment deux styles d'équipements qui se dégagent donc de Faille. D'ailleurs, je vais parler des équipements maintenant, après je passerai sur la liste, parce que les équipements, c'est ce qu'il va y avoir de plus rapide à faire, plus ou moins. Vous avez ici les 5 équipements que vous mettez de base. Donc la Flamescale Furnace, vous ne vous servirez jamais de son utilité en torse, en faille, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé en Dromai, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a le mérite de bloquer pour 2 puis pour 1, donc il représente 3 de défense, ce qui dans faille est clairement bon. Le Mask of the Pouncing Lynx, petite pause, je reviens dessus juste après, parce que lui, ça va être plutôt un équipement qui va servir en offensif. Vous avez les Snapdragon, bon là c'est donné go again, tout joueur de Flesh and Blood connaît ces fameuses bottes, et les Tiger Stripe Shuko, donc ce sont les gants qui sont arrivés avec Uprising, donc les gants ninja. Ce sont plus ou moins les seuls vrais gants à jouer avec Faille, qui peut rajouter un peu de dégâts, mais par rapport à ce que tu as dit sur le masque, en fait les Tiger Stripe Shuko servent aussi également à défendre, ils représentent 2 de défense. Le seul vrai équipement qui sert à pousser les dégâts, c'est le Mask of the Pouncing Lynx, et c'est l'équipement qui n'est pas légendaire. Donc en fait, moi je vous dirais, si vous commencez le jeu, que vous vous orientez avec Faille, que vous voulez essayer le deck, le premier équipement que vous avez à prendre, ce n'est ni la Furnace, ni les Tiger Stripe, parce que vous pouvez les remplacer par des alternatives, c'est le Mask of the Pouncing Lynx, parce que rien que dans la deck tech donc de Daniel, vous allez trouver 2 masques, donc un autre qui est en side, qui est donc le Mask of Momentum, qui est très très connu des ninjas, qui lui par contre est légendaire. En fait c'est très simple, vous allez jouer le Mask of Momentum qui permet de piocher au bout de la 3e attaque d'affilée touchée. Vous allez le jouer contre Dromai, et contre tous les autres, vous allez jouer Pouncing Lynx. Parce que le plan de Faille, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette liste, c'est que la question n'est pas comment est-ce que vous allez vous adapter pour vous défendre, c'est comment est-ce que vous allez vous adapter pour mieux attaquer. Et il se trouve qu'à ce jour, le Mask of the Pouncing Lynx est l'équipement par excellence pour attaquer avec Faille, puisque vos 2 plus gros finishers sont des attaques à 2, ou moins en tout cas. Donc c'est ce qui permet de faire... En fait, ce casque représente potentiellement 8 points de dégâts, 7-8 points de dégâts tout seul au moment où vous voulez dans la partie. Donc ce qui est incroyable. Voilà. Et c'est d'ailleurs mini parenthèse de pourquoi du coup je parle en CC et pas en blitz. C'est parce que Faille, je suis d'accord, était trop fort en blitz à cause de ce masque. Parce que ce masque était légal en blitz et du coup vous pouviez représenter 20 points de dégâts tour 1
avec ce casque. Donc il a été banni en Blitz, donc on ne peut plus le jouer, on ne peut jouer que le Momentum, ce qui rend faille. C'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué en Blitz, donc je resterai sur le CC. Au niveau des équipements donc, qui sont en side, on va trouver la Fyendal Spring Tunic. Bon, ça, tout le monde la connaît aussi. Hein, c'est vraiment la tunique par excellence que vous allez surtout jouer dans les match-ups un peu grindy, Oldhim, Islander, pour notamment répondre à des mises de Frostbite, etc. C'est très très bon pour ça. Vous allez avoir les Null Run Glove et les Tide Flippers qui vont être joués pour l'Arcane Barrière principalement. Tide Flipper, vous pouvez vous amuser si vous avez envie de la jouer contre des Braillards, des Viscerailles. Pourquoi pas, mais encore une fois, vous allez être obligé de pitcher des cartes que vous avez envie de jouer en attaque, mais ça peut vous sauver une game, on sait jamais, quand il vous reste 3 points de vie, pouvoir pitcher pour de l'Arcane Barrière, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Mais en général, dans les match-ups contre aggro, vous jouerez toujours les Snapdragon pour donner go again à vos attaques. Tout ça, ça reste du assez classique. Hein. Donc le Mask of Momentum, comme j'en ai parlé, qui ne sera joué principalement que contre Dromai. Parce que contre Dromai, vous pouvez taper les petits dragons, comme ça. Et puis en fait, il ne peut pas vous les bloquer. Donc vous allez proc, et au final, vous allez lui tuer ces dragons, en plus piocher, donc faire de la free value. Voilà, donc l'ennemi juré de ce casque étant, si je dis pas de bêtises, parce que parfois je m'en mêle dans les dragons, Tomeltai. Oui. C'est ça, voilà, parce que du coup, Tomeltai Exactement. peut vous détruire ce masque. C'est même une des meilleure façon de gagner de Dromai contre un faille. Et du coup, tu parlais donc de Dynasty, et je finirai les équipements. J'ai rajouté une carte de Dynasty, et tout le monde s'accorde à dire que cette carte est très bien. Il s'agit du Blazon Yoroi, qui est donc le torse Dynasty Ninja, qui permet de gagner, donc c'est un torse qui défend à 1, qui est Blood Break. Bon. Par contre, si vous défendez sur la Chainlink 4 ou plus, avec ce torse, il gagne plus 4. En sachant que quand vous faites un Lava Burst avec faille, le Lava Burst arrive à 5, et il a besoin donc rupture pour être fait, et le Blazon Yoroi gagne plus 4, donc il arrive à 5. Donc en fait, pour moi, au vu du nombre de failles qui arrivent sur la méta, vraiment, c'est juste, quand vous jouez contre faille, jouez ce torse. C'est un très bon ajout, c'est un très très bon side contre faille, parce qu'au final, il aura beaucoup plus de value que le Flamescale, puisque le Flamescale, on l'a vu, défend pour 2, puis défend pour 1, alors que le Lava Burst défend pour 5. Le Blazon Yoroi défend contre un Lava Burst à 5, donc potentiellement, il peut vous donner un avantage contre un autre faille. Et puis, comme on disait sur le Mask of the Pouncing Lance, c'est une carte qui représente souvent 7-8 points de value sur un équipement, ce qui est énorme et qui est quasiment unmatch dans le jeu. Mais Blazon Yoroi, dans un miroir d'aggro, avoir un équipement qui vaut 5 points à coup sûr ou presque, ça reste très bon. C'est très bon. Donc c'est vraiment pas à négliger du tout la value que ça peut apporter dans le miroir. Et surtout, c'est le genre de carte où je pense que si vous êtes dans un miroir et que l'adversaire la joue et pas vous, ça lui donne un gros edge. Un énorme avantage. Rien que pour ça, entre guillemets, vous êtes obligé de la jouer. Parce que soit vous aurez un edge si l'autre la joue pas, soit vous serez even. Et en fait, si vous l'avez tous les deux, ça va probablement rien changer à la game du coup. Mais si l'un l'a et pas l'autre, là ça va changer des choses énormément. Et donc vous pouvez pas vraiment vous le permettre. 5 points de vie dans un Majestic. C'est une Majestic, elle vaut. Je crois qu'elle coûte 6 €, je crois. Quelque chose comme ça. Elle coûte vraiment très peu cher. Vraiment pas qu'elle ait baissé en vrai. Parce que c'est une carte qui est utile juste dans un sideboard pour un match-up, pour un deck. C'est ça. Ouais, là je la vois à moins de 3 €. C'est ça, c'est très spécifique. Mais c'est pour ça, genre. C'est pas cher, et donc c'est comme le Mask of the Pouncing Lynx, ça peut être intéressant à pick-up, même si c'est que dans un match-up, contrairement au Mask. C'est ça. Parce que c'est pas des cartes qui vous demandent un gros investissement comme des légendaires. Mais vraiment, au niveau des équipements, si je devais prioriser, ce serait vraiment le Pouncing Lynx, qui du coup, bizarrement, est du coup pas légendaire, mais c'est vraiment l'équipement le plus important. Ouais, c'est du coup qui est au niveau budget. Et j'ai beaucoup de nouveaux joueurs d'ailleurs, comme tu l'as dit en tout début d'épisode, qui viennent me voir parce qu'ils me disent ah oui, du coup moi je me suis mis à jouer faille et on m'a dit que tu jouais beaucoup faille, du coup machin. Il y a des gens d'ailleurs très sympas, hein, de big up à vous, qui m'envoient des mains de temps en temps. Ils m'envoient des photos
de mains qu'ils ont fait en me disant voilà, j'ai cette main, comment tu la jouerais? Moi, je la joue comme ça, je fais tant de dégâts et je leur dis ah bah moi, je fais tant de dégâts de plus parce que je fais ça, ça, ça. Et du coup, c'est hyper intéressant de Regardez comme discuter il avec fait. ces gens-là. Non, mais pour le coup, c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça que je progresse aussi. Non, mais c'est vrai, moi, C'est de enfin, discuter avec les gens, tu vois. Il n'y a dès que rien les de gens mieux. parlent de faille, je les Mm, envoie vers toi mm. C'est gentil. au maximum en disant il connaît bien. Vous pouvez y aller Je connais un peu. des bons conseils. Et en vrai, il n'y a rien de mieux pour s'améliorer que de juste réfléchir à ce qu'on fait. Mm. J'ai lu un article très récemment sur. Et du coup, c'est une pratique que j'essaie d'appliquer à mon jeu de cartes et à tous les autres jeux d'ailleurs. C'est juste. Il y a cette question, du coup, tu disais, les gens viennent te voir en disant voilà comment je fais, voilà ce que je fais. Et du coup, tu es obligé de réfléchir à quand tu vois leurs mains, comment tu Mm. fais, pourquoi tu fais ça. Mm. Et moi, ce que j'essaie d'appliquer récemment, et je trouve que c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut s'améliorer à un jeu de cartes, c'est peu importe ce que vous faites à chaque tour, peu importe ce que vous jouez, si c'est le play le plus opti, le moins opti, etc., il faut savoir pourquoi vous le faites. Pour Ouais, moi, c'est le point le plus important C'est de ça. tous, c'est réfléchir à pourquoi pourquoi on fait nos plays. je suis Si d'accord. vous arrivez et qu'un jour, si vous le but c'est que si vous arrivez, vous revoyez le replay de la game, vous pouvez avoir loupé parce que vous avez loupé tous vos plays, qu'il n'y a aucun play qui a été bon. Si vous êtes capable de dire pourquoi vous les avez tous faits, vous allez forcément être meilleur que quelqu'un qui va juste cracher sa main Mm. aléatoirement. Et vous allez C'est forcément ça. obtenir des meilleurs résultats. Je suis d'accord. Et ça va m'emmener sur ma question suivante d'ailleurs, donc parfait. Parce que du coup, comme on l'a dit, le but c'est aussi de faire des épisodes focus pour présenter les héros, leur façon de jouer, présenter une decklist et tout ça. Mais c'est aussi en vue de la saison de ProQuest, donc la saison de CC compétitif qui arrive courant janvier là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, Night, Mm. de ton point de vue, pourquoi ce deck fait partie souvent dans les discussions actuellement du top 3 avec Islander et Dash notamment? Pourquoi est-ce qu'il peut être meilleur ou moins bon que les deux autres à côté? Quels sont peut-être ses bons match-ups? Et pourquoi jouer ce deck-là plutôt qu'un autre aggro, par exemple? Tu vois, toutes ces questions-là un petit peu de qu'est-ce qui fait que c'est un deck qu'on met très haut dans les tier lists et qu'est-ce qui fait que c'est un bon choix en dehors de ce qu'on a dit où c'est peut-être un deck plus facile à prendre en main et un deck qui est peut-être pas aussi Mm. cher pour avoir le corps du deck que d'autres choses. Mais vraiment, si on parle de la liste compétitive au maximum, si on parle à quelqu'un qui a tout le budget du monde, qui peut prendre n'importe quel deck, pourquoi Faille, c'est un des bons choix qu'il a à sa portée? Alors déjà, comme je l'ai dit au tout début en présentant la liste, ça va être un des decks avec Dash qui, je pense, est le plus consistant au niveau de ses dégâts. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a commencé un peu à travailler faille, qui a l'habitude d'avoir ses mains, ça va être, c'est très très dur d'avoir des mauvaises mains avec faille réellement. Et le fait surtout d'avoir donc ce Mask of Pouncing Links qui vous assure une attaque que vous allez aller tuto dans votre deck littéralement, ça assure beaucoup de dégâts, ça assure un très très bon burst de début, ce qui en fait un deck aggro absolument incroyable. Parce que ça, c'est ce que rêve tout deck aggro. C'est on vous dit, vous allez prendre une attaque dans votre deck et vous la bannissez et vous pouvez la jouer Et elle pendant fait ce tour. 8. Et elle fait 8, c'est absolument fou. Donc le fait que le deck soit très très consistant après avoir cassé le Pouncing Links, ça permet de faire des plays absolument fous. L'autre chose aussi, c'est la mécanique de faille en elle-même, où je reviendrai un peu dessus quand je parlerai de quelques lignes de play. Mais le fait, voilà, donc, pour ceux qui ne le savent pas, faille joue beaucoup autour des Phoenix Flame, qui au premier abord ne paraît pas très très violent, puisque c'est juste une attaque qui coûte 0, qui attaque à 0, qui prend plus 1 d'attaque lorsque vous avez une 2 ou plus Draconic Chain et qui donc a Go Again. Donc cette petite carte là, qui paye pas trop de mine, et ben en vrai, dans la méta actuelle, cette carte est un cauchemar pour énormément de joueurs, Ouais. parce que c'est cette carte qui vous permet de dire, toi tu vas faire 4 attaques, moi je vais en faire 5. Et si tu es à 1 point de vie, et ben tu ne peux pas mettre 5 cartes. Voilà, c'est-à-dire que si tu es à 1 point de vie et que tu n'as plus d'équipement, je te tue au prochain tour 100%. Et ça, c'est ce qui fait aussi que Faille est extrêmement fort, c'est ce petit Phoenix Flame, le fait de pouvoir aller tuto cette carte et de pouvoir la jouer. Après, encore une fois, comme je l'ai dit un peu avant, alors j'ai vu cette remarque sur le stream de la Fiesta aussi. Pour les nouveaux joueurs, c'est un deck qui peut beaucoup les attirer parce qu'au niveau de la charge mentale, c'est vrai, un peu plus bas qu'une Islander ou qu'un Dash, parce que encore une fois, c'est un deck dans les premières phases de la partie, vous ne réfléchirez pas à défendre,
parce que si vous devez défendre, vous avez perdu. En général, hein, ça c'est souvent vu, hein, c'est quand on commence à faire des Art of War défensifs, en général, c'est-à-dire que Faille est pas forcément très très bien. Donc pour les nouveaux joueurs, pour vous habituer à jouer, même au ruling contre d'autres decks, découvrir Faille est très bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent sur Faille. Et au niveau de la méta, ça m'étonne pas du tout, hein, de le voir dans le top 3. Déjà parce que c'est un deck qui est beaucoup joué. Et c'est un deck qui, je trouve, a bouleversé beaucoup de choses dans la méta. Beaucoup de gens ont un peu gueulé sur Faille. Parce que, notamment à l'époque de Grondal, parce que beaucoup de gens disaient oui, un deck aggro qui est capable de faire 55 en un tour, c'est absolument honteux. Bah ouais, mais ça permet justement de. Pour rappel, en général, dans les jeux de cartes, les decks aggro sont les premiers à avoir leur version. Et ensuite, les contrôles vont un peu s'adapter par rapport à ces decks aggro, et les aggros vont devoir se réadapter à ces decks contrôles, et c'est ça qui va créer une méta avec les decks un peu plus mid-range et combos au milieu qui vont s'adapter un peu à tout ce mélange. Donc c'est un peu normal qu'à la sortie de Pricing, moi en tout cas, ça m'a pas étonné de voir des failles sortir de partout, parce que c'était plus ou moins obvious. Genre, exemple au hasard, quand vous voyez cette carte, Blazed Long, 0, attaque à 4, go again. Bon, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est fort, typiquement. Ouais. Alors que quand vous prenez des listes Oldhim, je comprends qu'il faille un peu plus de réflexion, ne serait-ce que pour changer une seule carte. Genre là, il y a eu le ban du Pulse of Eisenloft, par exemple. Et ben, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont été en mode, mais attends, mais il banne une seule carte, mais ça change tout. Moi, je joue pas Oldhim, donc moi je comprends pas pourquoi ça change tout, et apparemment ça change beaucoup, vraiment beaucoup. Alors que c'est juste une carte, quoi. C'est vraiment juste une carte. Pour la petite, pour le seul différentiel. Pour comparer, c'est à peu près comme si on retirait le Mask of Pouncing Lynx, mais. Ah bah c'est ce qui s'est passé en Blitz, et le deck est mort en Blitz. Mais là, je pense qu'en CC, ce serait genre. Je pense que le pire qui pourrait arriver avec Faille, ce serait qu'on bannisse Belittle. Et ça, je pense que ce serait pour tous les decks aggro, parce que Belittle, c'est une carte qui est bannie en commoner, si je dis pas de bêtises, du fait de la puissance de la carte. Oui. C'est une carte qui pour 1 vous dit aller chercher un pitch et qui tape à 3 go again. Comme Chain, aller chercher une 0. Oui, ou aller chercher une non-attaque. C'est C'est plutôt sympathique. Dites-vous que Belittle, si c'est pas la seule carte de votre main, évidemment, que vous avez les critères autour et tout ça, c'est soit une énergie potion gratuite qui attaque à 3. Qui attaque à 3. C'est important. Une énergie potion gratuite qui attaque à 3. Mm. Soit une 1 pour 7 go again. Mm. Voilà, je vous laisse ça là. Voilà. C'est en pour fait, vous, voilà. Ouais, dans Faille, dans Faille, elle peut représenter plus en vrai, hein, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des mains full rouge avec un Belittle, et du coup tu sacrifies une de tes rouges pour jouer le Belittle, ça te permet d'aller chercher ton Minnowism, et juste ça te sauve ton tour, littéralement. Ouais, ou même quand t'as la Tunic Up. Ouais, c'est ça, Tunic Up, c'est... La carte apporte de la flexibilité, permet de réduire le nombre de bleus qu'on joue, puisque Belittle, entre guillemets, vaut un peu comme une bleue. Donc ça permet aussi d'avoir plus de rouge et d'avoir donc un deck qui est plus efficient et qui a plus de menaces. Donc ça permet beaucoup de choses. Et dans la méta, parce qu'on en a beaucoup parlé, Knight, dans la méta plus récente, ça permet aussi pour les decks aggro, notamment Faille, de mieux jouer autour de la disruption qu'apportent les decks Ice, notamment la disruption en instant speed de Islander, avec des cartes comme Channel. Et par exemple, moi j'ai spectate il n'y a pas longtemps une partie sur Talishar entre deux joueurs de ma team, c'était Islander contre Faille. Et à chaque fois que Islander, donc je jouais avec la Islander, en fait on était en vocal ensemble et on prenait les décisions ensemble. Et à chaque fois qu'on a eu Channel Lake, il y a eu Belittle en face. Et à chaque fois, ça a beaucoup réduit l'impact du Channel Lake Critique, qui théoriquement est une carte qui doit quasiment stopper un tour de faille, ou en tout cas réduire son efficacité de moitié. Et à cause de cartes comme Belittle et Minnowism, ou dans certains autres cas comme Énergie Potion par exemple, dans certaines listes, ça permet de diminuer beaucoup l'impact négatif qu'ont les cartes comme Channel Lake. Et le fait d'avoir à la fois un deck qui est plus efficace parce que plus de rouge contre les match-up aggro, et d'avoir une façon de mieux lutter contre la disruption des decks tempo, disruptif, contrôle, en fait une carte qui est vraiment très forte. Et au même titre que plus Riverpool, je pense que la carte devrait être ban.
Je pense que ça arrivera à un moment, mais je pense qu'effectivement, c'est entre guillemets plus le bon moment pour le faire parce que, comme tu as Mm. dit, le deck en souffrirait En potentiellement trop et souveraine, je trop. pense que ça apporterait trop de choses dans la Ouais. méta parce Mm. que un des trucs, j'ai beau détester le deck à cause de ça, mais une des choses que Faille, de mon point de vue, apporte de positif dans la méta, c'est qu'on ne peut pas avoir une méta qui est 100% du contrôle et du stall, Mm. parce que c'est très 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 dur, voire impossible de fatiguer Faille, à cause de ce que tu disais, du fait que tu peux faire 5-6 attaques par tour, et que donc tu vas Tu leakeras forcément leak des toujours. dégâts. Mm. Tu as une arme avec une pièce de récursion avec ta Phoenix Flame, donc tu mets plus de dégâts que tu n'utilises de cartes, etc. C'est ça. Et ça, c'est un peu le rôle que pouvait avoir Prism dans des métas précédentes, qui gatekeepait les decks hard control parce que quand tu jouais un deck fatigue, tu ne pouvais pas battre le plan de jeu aura de Prism. Et je pense que Faye a un peu ce rôle-là aussi, en plus d'avoir d'autres rôles dans la méta. Et Mm. je pense que ça, c'est d'une certaine manière une bonne chose. Je pense qu'il y a d'autres decks qui pourraient avoir ce rôle-là et qui seraient peut-être plus dangereux que Faye si c'est eux qui avaient ce rôle-là, notamment Kano par exemple. Mais je pense que voilà, c'est un des avantages que peut avoir Faille. Et effectivement, du coup, si on venait à ban Belittle dans une des prochaines banlists, ça changerait énormément de choses puisque le deck serait probablement beaucoup plus vulnérable à Islander, donc il descendrait probablement d'un tiers. Mais s'il descend d'un tiers et que Islander reste en tiers 1, ça veut dire qu'il y a des decks comme Oldhim, etc., qui sont potentiellement beaucoup plus vulnérables au plan Frostex de Islander. Et ça instaure beaucoup de J'instaure changements beaucoup, qui ouais. Mm. ferait peut-être une méta qui serait beaucoup moins agréable à jouer. Bah, là, tu vois, genre, D'accord. à moins que Tal, t'aies envie de rajouter quelque chose, parce que sinon, il me fait une belle transition justement sur le Belittle. Tu as dit quelque chose de très très intéressant et c'est exactement ce qu'on recherche par rapport au Belittle. C'est que quand on joue un deck aggro, en général, on cherche à minimiser le nombre de bleus, à l'optimiser. Et c'est exactement ce qu'a fait Daniel avec cette liste, puisqu'on le voit, il y a 3 Belittle. Et contrairement à d'autres listes, on joue 2 Minnowism. Beaucoup de listes de failles jouaient un Minnowism. Ce qui au final pouvait amener certains petits ratés, c'est-à-dire que vous piochez Minnowism puis Belittle, alors que là on n'a plus le problème vu qu'on joue les 2 Minnowism de base dans le deck. Par contre, ça va nous permettre de réduire énormément le nombre de bleus. Et comme tu l'as très bien dit, pour moi, le Belittle ne peut pas vraiment être banni actuellement, parce que si Faille se voit retirer Belittle, pour moi, il n'a quasiment plus aucune chance contre des decks comme Islander, qui aujourd'hui performent très très bien. Belittle est vraiment la seule chance contre Islander, et encore, grâce à la liste de ce cher Hamilton, maintenant, en plus de devoir payer des bleus pour s'enlever des dégâts magiques, on se prend des gros neufs dans la tête. Donc c'est un plaisir. Par contre, Allez, ma gueule. tu me permets de parler justement des bleus, de pourquoi j'ai fait ces changements. Donc là, je vais parler un peu plus des cartes en général dans la liste. Donc je vais faire bleu, jaune, puis rouge. Dans les bleus, ça va pas être très compliqué. Vous les voyez ici. Il va y avoir un Flusterfist, 3 Laveven Loyalty, 2 Minnowism bleu, 3 Snatch bleu. Je reviendrai juste après dessus. Soulbeat Strike bleu, Winds of Eternity, donc qui n'existe qu'en bleu. La raison de pourquoi j'ai mis ces bleus-là, c'est très simple. Ça pitch bleu, ça bloque à 3. Et en plus, ce sont des attaques. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez des mauvaises mains, rien ne vous empêche de finir avec une petite attaque à 2, un petit truc qui peut potentiellement leak des dégâts, parce que votre adversaire il va vous dire il a plus de cartes en main, allez, on peut se permettre de prendre 2. Sauf que dans un deck fight, quand vous prenez 2, puis 1, puis 2, puis 2, puis 2, puis 1, vous arrivez très vite à 10-15 dégâts de leak, et ça fait énormément de différence à la fin de la partie. On va dire que la seule carte bleue que vous pourriez avoir vraiment envie de jouer, ce serait Snatch, pour la simple raison que c'est Snatch, et que c'est extrêmement emmerdant pour votre adversaire, parce que vous amenez, alors ça aussi c'est quelque chose que Faille fait extrêmement bien, c'est du decision making. C'est-à-dire que Faille, vous allez jouer très souvent votre dernière attaque, et votre adversaire il va vous regarder, il va dire ok, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je la bloque? Est-ce que je la bloque pas? Et c'est extrêmement impactant en général dans les parties. Et Snatch est un très très bon exemple, parce que là, il défend à 2. Sauf que du coup, votre adversaire, il a toujours ses 4 cartes en main. Mais vous, potentiellement, si ce Snatch passe, ça peut vous donner un arsenal. Ça peut vous donner plein de choses. Vous pouvez claquer vos Snapdragon pour lui donner Go Again. Vous pouvez potentiellement craquer le Pouncing Lynx sur ce Snatch. Vous avez énormément de plans de jeu et de lignes de play possibles, donc vous allez amener votre adversaire à réfléchir.
Est-ce que je défends? Est-ce que je défends pas? Parce que Snatch reste une des meilleures attaques du jeu. On la joue d'ailleurs en rouge juste derrière. En side, si je dis pas de bêtises... Voilà, donc les bleus qu'on va jouer, ce sont des énergies potions qu'on rentrera contre 2 personnes en la présence de Islander et Lexi Ice. Parce que Lexi Ice, ça aime également beaucoup les Frostbites. Par contre, on rentrera pas ça contre Holdim. Je vous expliquerai ça un tout petit peu après. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que Au je niveau... sais. Toi, tu sais? Enfin, j'ai une idée. Tu penses savoir pourquoi? Moi, je pense que Je tu sais pense aussi savoir, pourquoi. je pense savoir pourquoi, et c'est la même raison qui fait qu'il y a d'autres cartes qui sortent un peu des Ouais, sideboards dans d'autres decks. c'est ça. Parce Et que ces cartes-là, ça pose problème. je vais en parler maintenant. Ce sont donc les jaunes. Comme vous le voyez là dans le main deck, il n'y a aucune carte jaune, puisque les cartes jaunes, on va les trouver en sideboard. Et c'est là la grande discussion, et c'est une des choses qui m'a fait absolument sauter au plafond. La première chose déjà, c'est que salle de wound, les deux sont en side. Donc non, on ne rentre pas toujours salle de wound. Typiquement, le meilleur exemple que je pourrais donner, ce serait contre Islander. Alors pourquoi est-ce que on ne rentre pas salle de wound contre Islander? Tout simplement parce que vous allez avoir du mal à vraiment faire de la value sur ce salle de wound. Vous allez préférer, avec le Pouncing Lynx, aller chercher un Lava Burst qui fera toujours 5 ou plus, alors que salle de wound, bon, on le sait tous, hein, Islander, ça disrupte beaucoup. Vous allez avoir du mal à vraiment faire de longues chain link, donc vous n'allez pas trop avoir envie de la jouer. Par contre, la carte où là j'ai vraiment bondi, et la deck tech d'ailleurs qu'il a fait est extrêmement intéressante, c'est Art of War. Art of War qui est la carte par excellence dans tous les decks aggro. Et bien ici, on la side, et on ne la joue pas contre tous les match-ups. Notamment, un match-up en particulier, où on ne joue pas Art of War, et pour avoir testé, les premières fois ça fait bizarre, et puis au final on comprend vraiment et on se rend compte à quel point Daniel a raison d'avoir fait ça. Ça a été le premier à faire ça, à side les Art of War il me semble. On ne joue pas Art of War principalement contre Bravo, parce que cette carte ne bloque pas. Voilà. Cette carte ne bloque pas, et vous n'avez pas envie de la jouer de façon défensive. En plus de risquer de vous faire disrupt de façon non négligeable, en fait Art of War sera très souvent une carte morte dans votre main contre un Bravo. Vous allez préférer avoir des mains plus consistantes, vous n'avez pas envie de risquer de bannir une carte pour en piocher 2 et potentiellement rater votre main. Vous avez envie de vraiment faire des choses un peu plus... mettre de la patate, donc par exemple avec des cartes comme Enlightened Strike, hein, au hasard, qui est une des meilleures cartes aggro aussi, voilà, donc des gros sets, même si ça n'a pas go again, ça permet de faire des dégâts de façon très consistante. Et c'est la même raison de pourquoi on ne joue pas Énergie Potion contre le Dim, et contre Bravo non plus, parce que même si Bravo est un héros qui disrupt, Holdim est un héros qui disrupt, Énergie Potion ne bloque pas non plus. Et du coup, ça peut potentiellement, voilà, vous tomber contre un Bravo, vous avez un Art of War en main, et ça peut très très mal se finir pour vous si, imaginons, il n'a pas de Dominate, en fait, vous vous empêchez de bloquer avec une carte de votre main en fin de partie, et ça peut vous être fatal. Par contre, si ça peut vous rassurer, Art of War rentre dans absolument tous les autres plans de jeu, parce que cette carte est juste... comment expliquer? C'est un peu notre harpoon. Voilà, Art of War, c'est le harpoon de faille. Ça permet de faire des sorties absolument folles. Et Alors, ça me permet... C'est plutôt le maximum velocity de faille. Ou le maximum velocity de faille, à la limite. Parce que Harpoon est plutôt une carte qui disrupte, là où Art of War et Maximum Velocity sont des cartes qui permettent de faire des tours avec des bursts assez impressionnants. Et notamment, c'est les tours où, même si l'adversaire met toute sa main, en général, en fait, vous allez représenter plus de dégâts que le nombre de blocs adverses. C'est ça. Et donc, en plus du fait d'avoir des breakpoints et d'avoir des petites attaques à 1 où genre l'adversaire va jamais mettre une carte à 3 devant pour bloquer, là il va être obligé. Sur ces tours-là, vous allez mettre tellement que même quand il mettra toute sa main, vous allez leak des fois 10, 15, 20 dégâts. C'est vos plus gros tours. C'est ça qui rend le deck capable de burst des tours contre aggro, de passer des tours de burst aussi en setupant contre les decks mid-range control. Et de ne pas juste se faire fatigue et de ne pas se faire grignoter. C'est ça. Ça va me permettre de faire un mini truc de 1 ou 2 minutes aussi, parce que je voulais absolument en parler.
Parce que je vois beaucoup du coup de joueurs de faille qui, comme vous l'avez dit au début, parfois ont tendance à se dire faille, on prend et on crache sa main. Et ben en fait, Art of War, c'est là où, moi en tout cas, ça a été un vrai skill cap depuis que je joue faille, c'est apprendre à Arsenal. Quand Arsenal, comment Arsenal, Arsenal quelle carte, on dirait pas, mais avec faille, je pense que c'est ultra, ultra décisif. Et notamment Arsenal des Art of War. Ça m'arrive parfois contre certaines classes de Arsenal, mais n'importe quoi, pour justement, parce que j'arrive à lire qu'il y a potentiellement un Command and Conquer qui va arriver. Du coup, il va Command and Conquer, puis au final, ça va être un Bronwyn Cinderclaw jaune en Arsenal qui va me permettre derrière d'Arsenal un Art of War. Genre, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec l'Arsenal. Et Faille, vraiment, ne négligez pas cette partie du gameplay de Faille. Jouez beaucoup avec votre Arsenal. C'est extrêmement important. La dernière carte jaune qu'on va jouer, c'est Belittle. Belittle jaune qui va se jouer également dans les match-ups grindy. Donc lui, par contre, on va le jouer contre Bravo, contre Oldim, contre Islander. Parce que ça permet d'aller chercher plus souvent des Mino-Wisdom. Et en plus de ça, ça pitch 2. Donc potentiellement, ça peut représenter soit 2 attaques rouges si vous voulez la pitcher, ou alors une attaque de la série Gumberblade si vraiment vous avez rien d'autre à faire. Mais ça peut vous sortir Tu le de sortirais certaines... contre une Lexi Ice. Oui, oui, Lexi j'oublie Ice, souvent c'est Lexi Ice parce qu'on voit pas souvent le deck. Ouais, mais, évidemment. mais ouais, contre tous les toi-même, match-ups tu l'as où... mentionné tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Contre tous les match-ups où vous avez besoin d'aller chercher vos Mino-Wisdom, Belittle est important. De toute façon. Et enfin, on va passer donc aux cartes rouges. Donc c'est là où je pense que bon, tout le monde a plus ou moins compris. Ça va être du go wide. C'est beaucoup d'attaques à 0. Je compte 1, 2, 3, 3 copies d'attaque qui disent 0 pour 3 go again. Ouais, Oui. très bien. Et une 0 pour 4, une 1 pour 4, une 1 pour 3. C'est... Ouais, on voit, voilà. on voit un pattern. Petit big up à nos amis de chez l'œil d'Ophidia, parce que j'ai eu la chance d'être cast pendant la fiesta. Et pendant que je jouais, j'entendais les casters, donc que ce soit n'importe lequel des deux, qui disaient, donc autant Romain, qui disait oh là là, 0 pour 3. Est-ce que vous pensez qu'il va attaquer pour 0 pour 3 Il refait une attaque pour 0 pour 3. Et là maintenant, il va attaquer à 3 avec son arme. Incroyable. Et c'est vrai que Faille représente beaucoup ça, comme tu l'as dit. C'est beaucoup donc de 0 pour 3, donc 0 pour 4. Lava Burst qui va arriver en rupture, qui va arriver pour 0 pour 5. Mounting Anger, donc très carte extrêmement importante. Donc c'est toutes les cartes ont go again. En fait, toutes les attaques ont go again, excepté Snatch. Heureusement, parce que sinon, voilà. Le Lava Burst qui arrive en rupture. Qu'est-ce qui n'a pas encore go again? Enlighted Strike. Et le Salt the Wound. Enlighted Strike n'a pas go again. Et Salt the Wound. Go Wound. again conditionnel. Oui, c'est ça, il peut avoir. Tu vois, ça a go again conditionnel. Mais disons que ça représente bien déjà un deck qui joue quasiment que des attaques comme cartes. C'est-à-dire qu'il joue très peu de buffs, de non-attack action, de cartes défensives, etc. Ça. Majoritairement des attaques. Et qui en plus a go again de print, que ce soit conditionnel ou pas, sur 90% voire plus de ses attaques. Ça donne, comme tu le disais, une indication. Sur ce qu'on joue. A priori, ça devrait aller. On a envie de jouer plein de choses et d'aller face. C'est ça. C'est bien d'avoir un deck où tu lis les cartes qu'il y a dedans et tu comprends ce que le deck fait. Tu comprends direct ce qu'il fait. Je pense que tu mets un deck genre Dromaille ou Oldhim entre les mains de quelqu'un qui a juste lu les règles de base, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout. Là, je fais une toute petite parenthèse, mais je regardais tout à l'heure dans l'après-midi le replay du live de Ethan de Mansant, pour ceux qui connaissent, le joueur très connu pour Levia, qui jouait parce que, pour diverses raisons, il jouait Azalea pour s'entraîner avec le personnage, parce qu'il doit le faire pour des vidéos à venir, bref. Et du coup, c'était hyper marrant parce que il a fait 4 games en tout, je crois que j'en ai regardé que 3 pour le moment, mais en fait à chaque fois, genre, il apprend un truc de plus par game en lisant les cartes. Et en fait, c'est vrai que Azalea particulièrement, parce que t'as énormément d'infos par tour avec les opts, avec les pioches et tout, mais même d'autres decks, tu lis les cartes et tu te dis qu'est-ce que ma main est censée faire. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que tu dois faire. C'est vrai que tu lis une decklist d'Azalea, tu te dis je ne comprends pas. Tu vois la decklist de Faille, tu regardes une main de Faille, tu sais ce que la main est censée faire. Après, comme on disait, il y a des manières plus ou moins de faire, évidemment. Et c'est là où je vais revenir après. Globalement,
tu comprends ce que la main veut faire. C'est ça. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que le floor est plus facile à atteindre, etc. etc. Et du coup, voilà, je me permets une petite parenthèse parce que c'est assez drôle, effectivement, ce côté assez même de 0 pour 3 go again, 0 pour 3 go 0 pour 3 Goen, c'est vraiment le même de reprendre faille, ça. ça. C'est le 0 Ah, pour ça, 3, c'est 0 ouais, pour 3, attaque pour 3, Phoenix, genre c'est ça. c'est vraiment ce même-là. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la liste. La liste, de toute façon, est hyper consistante. Et par rapport justement à ce que tu dis par rapport à ce même, je ne vais pas pouvoir vous décrire tous les plays parce que ce serait trop long, je pense. Mais pour vous montrer un peu que faille, c'est un peu plus que juste balancer ses cartes. D'ailleurs, j'ai fait un misplay à la Fiesta que j'ai revu après en rematant mes games. Faites-le, c'est important. Regardez vos games si vous avez l'occasion. Ça peut vous C'est donner hyper de intéressant. bonnes indications. Ah oui, il y a juste 3 Singbilo pour Bravo qui sont là. Et pour Azalea. Pour tout ce qui. En fait, dès que vous voyez Dominate, vous mettez Singbilo. En général, ça fonctionne. Et j'ai gagné grâce à ça, grâce au monsieur juste en haut. Hein. J'ai pu Singbilo en Red in the Ledger. Et ça, mouah, c'est absolument, On est absolument actuellement à magnifique. 4-1 ou 5-1 dans le 4 match-up. ans. 4 ans, Parce 4 ans. que là, Ouais. voilà, on est à 4-1. Mm. Azalea faille Night Crash contre moi. C'est J'ai 4 très victoires, compliqué. une défaite. Bah, en général, ouais, quand tu m'empêches de jouer pendant 3 tours d'affilée, c'est complexe. La dernière carte que je vois là et que j'ai oublié de revenir, c'est Razor Reflex. Alors ça, c'est un peu Ouais, j'allais demander. la Une carte cerise sur Draki, le ça, je gâteau reconnais. de Daniel. Je ne sais pas pourquoi cette carte est là, très honnêtement. Même lui, quand il le dit, il dit ben, il y en a une parce que c'est fort. Et en fait, c'est surtout que ça surprend. C'est-à-dire que typiquement, Oui. toute personne qui regarde cette vidéo, oui, je jouerai un Razor Reflex dans ma liste, mais vous ne saurez jamais quand est-ce qu'il sortira. Et très souvent, il sortira à des moments où il fera extrêmement mal. Et en tout cas, quand je l'ai eu, il a toujours beaucoup surpris et il m'a permis d'atteindre certains breakpoints, il m'a permis de faire pas mal de Bah, choses. Puisque ben, il peut donner Go Again à vos ruptures, il peut à donner Snatch. Go Again à Snatch, il peut donner Go Again à Enlightened Strike, il peut donner Go Again à des salles de wound, Ça peut donner létal, juste. ça peut juste donner létal, hein, en fait. Voilà. Genre Parce que... en fait, typiquement, de savoir que cette carte est dans le deck, je vais vous faire vous allez être à 3, je vais vous faire un Phoenix Flame à 0, et vous allez me regarder, et vous allez vous dire, est-ce que je mets une carte Est-ce que je dois devant quand mettre une même? carte ou pas? Est-ce que je dois mettre une carte? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui mettent des cartes, et ils ont raison, en fait, de mettre une carte, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être un Art of War, ça peut être un Razor Reflex ici. J'ai déjà gagné comme ça, en fait. Et Oui, non, c'est mais assez drôle. bon, c'est un débat pour un autre épisode, mais de mon point de vue, Oui. selon le spot de la game, ils ont pas raison. C'est comme quand on commence à Alors, overblock un bravo pour Pummel, Ah, c'est qu'on est le dans un spot de la spot où on ne game, revient plus dans la game. le spot de la game, en général, quand Faye commence le tour par un Phoenix Flame à 0, c'est que soit il joue le filou, soit il est très très mal, tu vois. Mais en tout cas, il y a un problème avec sa main, quoi. Il y a un truc qui Oui, va non, pas. bien sûr. Et du Bien coup, sûr, c'est une carte de side. Je sais pas si mon cerveau a juste bugué ou si tu me Le l'as dit, Phoenix mais dans Flame? quelle situation tu le. Ouais, non, le Razor Razor Reflex Reflex. Dans tous les Il match-ups ne aggro. sait pas. Ah, C'est ça. il Si, sait tous pas. Voilà. les match-up aggro quand même. Parce que c'est une Très carte bien. qui défend pour 2 et en général, vous en avez pas besoin. Donc, Genre, typiquement, donc contre Dim. si je dash en ProQuest contre toi, je dois jouer autour d'un Razor. C'est ça Oui, exactement. Et Parce que je jouerai Razor. Ça marche. Voilà. Ça tombe bien, on Et- va pas jouer contre en ProQuest, mais... Et en question annexe, le Phoenix Flame, du coup, dans quelle situation Oui. tu sais le troisième? Alors, encore une fois, pour le coup, le Phoenix Flame, tu le mettras uniquement dans les match-up aggro. Pour la même raison que le Heart of War et le Energy Potion, c'est que Phoenix Flame est une carte qui ne bloque pas et que tu n'as pas envie de piocher. Par contre, dans le main deck, on joue donc des Flame Call Awakening, qui est une carte très connue des joueurs de faille, et on en jouera toujours 3. Ça, c'est quelque chose qui en général ne bouge pas trop. Mais du coup, il est au niveau des maths, c'est mieux d'avoir 3 Flame Call et 2 Phoenix, en sachant qu'un Phoenix commencera dans le cimetière. Donc ce qui fait que vous avez beaucoup plus de chances de piocher un Flame Call Awakening et d'aller chercher votre dernier Phoenix dans le deck, ou vos 2 derniers Phoenix dans le deck, plutôt que juste de piocher des Phoenix. Donc en fait, dans les match-ups plus grindy, on ne jouera que 2 Phoenix Flame, en espérant ne pas piocher le deuxième Phoenix Flame, puisqu'il y en aura un dans le cimetière, un dans le deck. Par contre, dans les match-ups aggro, on a envie de favoriser le fait de jouer les Flame Call, donc on jouera un Phoenix dans le cimetière et 2 Phoenix dans le deck. Voilà. Voilà. Je pense que là, au niveau de la liste, en fait, le truc, c'est que j'ai pas forcément grand chose à dire de la liste. Ça reste une liste assez classique parce que justement, elle parle d'elle-même. Peut-être Spreading Flames, qui est aussi une excellente carte draconique. Elle avait été retirée des decks pendant quelques temps. Et puis au final, elle a été remise parce que c'est un Art of War draconique, quoi.
Ça peut vraiment rajouter, si c'est joué au bon moment, énormément de dégâts. Puisqu'elle peut même se booster elle-même, hein. Vous la jouez en 4e chaîne draconique, elle se booste, hein, vu qu'elle se comptabilise à l'intérieur. Par contre, moi surtout ce que je voulais parler, c'était des différentes lignes de play. Et je vais en faire 2 en particulier, parce que sinon après ça va durer un peu trop longtemps. Là l'épisode est déjà un peu long je crois. C'est une ligne de play sur laquelle j'ai fait une erreur, et du coup pour vous montrer que Faille c'est pas forcément let's go tout dans la tête sans réfléchir, et la ligne de play classique qui fait que Faille est un excellent deck. La ligne de play que j'avais prise pendant la Fiesta, j'avais joué un Rise from the Ashes. J'étais allé chercher un Phoenix Flame de mon cimetière. Je l'avais joué et j'avais continué ma chaîne avec un Phoenix Flame qui faisait 3. Et en fait, il y a quelque chose de très très intéressant à faire. C'est donc le pouvoir de Faille, hein, pour rappel pour les gens. Vous payez donc 3, vous allez chercher un Phoenix Flame de votre cimetière, vous le ramenez à votre main, et l'habilité coûte 1 de moins pour chaque Draconic Chain que vous avez. En fait, quelque chose que beaucoup de joueurs de Faille oublient de faire, c'est donc que vous pouvez jouer les Rise from the Ashes, jouer votre Phoenix Flame à 3, casser la chaîne, renvoyer le Phoenix Flame dans le cimetière, puis ensuite repartir sur une ligne de play classique, pour ensuite retourner chercher ce même Phoenix Flame avec le pouvoir de Faille. Donc potentiellement gagner un point de dégâts, et notamment en faisant donc par exemple Rise from the Ashes, Phoenix, vous cassez la chaîne, et ensuite vous jouez un Blazed Long. Blazed Long qui dit que si vous avez joué une autre carte rouge ce tour-ci, Blazed Long à Go Again, vous avez joué Rise from the Ashes et Phoenix Flame, même si c'est pas sur la même chaîne Link, Blazed Long à Go Again, donc vous pouvez commencer votre 2e chaîne avec, il n'y a absolument aucun problème. C'est pour ça qu'il faut bien lire ces cartes. Il faut parce que bien c'est vrai qu'il y lire a pas les mal de cartes. cartes il y a pas mal de cartes de faille qui sont basées sur le nombre de cartes que vous jouez sur cette chaîne-là. Ce n'est pas le cas de Blazed Long, c'est bien sur C'est ce ça. tour. Je ne le dirai jamais assez, mais reading the card, Reading the card. explains the card. Ah ouais, non, mais ça c'est un truc de fou, hein. Lire les cartes. Je crois que j'ai joué à 6 ou 7 jeux de cartes différents, voire plus en vrai. Genre j'en ai 7 qui me viennent en tête là tout de suite. Et dans toutes les communes, il y a ce problème de gens qui lisent pas leurs Qui lisent cartes. pas les cartes. Les gars, lisez vos cartes, les gens. C'est ça. Un autre truc aussi qui peut être important quand vous lisez les cartes, et c'est un combo que je fais contre des joueurs qui me disent ah bon, on peut faire ça, et je leur dis oui, on peut le faire. C'est là encore, c'est monsieur le judge, hein, qui pourra confirmer que ce n'est pas une entrave aux règles, hein. Tout à fait légal de le faire. C'est avec la carte Mounting Hunger. Il m'arrive de jouer Mounting Hunger en 3e chaîne Link, et du coup quand je vois que la personne ne bloque pas, en réaction je vais faire le pouvoir de Faille, aller chercher le Phoenix, le Mounting Hunger va toucher, ce qui va me permettre de bannir le Phoenix Flame via l'effet de Mounting Hunger, parce que c'est la 3e chaîne draconique. Je vais aller encore plus loin. T'es pas Dis-moi. obligé de le faire en réaction, parce que si tu le fais en réaction et qu'il fait signe Vilo, t'es déçu. Oui, mais le problème c'est que si je laisse tout passer et que j'arrive en résolution, j'ai plus de fenêtre pour le faire. Si, puisque les hit triggers vont en resolution step. Et ben vous voyez, on apprend toujours des choses sur Faille. Ils se mettent sur la pile. Ça crée un Sur layer le qui layer. va dans la pile, et les 2 joueurs peuvent répondre à ce layer comme sur les layers. Et ben merci beaucoup. Voilà. De plein d'autres choses. Et en resolution step, ça fait partie des steps où les 2 joueurs peuvent jouer des choses lorsqu'ils ont la priorité. Okay. Et ben voilà, du coup, encore mieux, vous faites le pouvoir de Faille en resolution step pour aller chercher votre Phoenix, que vous bannissez sur le hit du Mounting Hunger, et du coup, vous avez un Phoenix qui va arriver à 2, potentiellement 3 si vous avez déjà fait autre chose à moins de 2 grâce au Tiger Shuko, qui permet de rajouter plus 1 à une attaque. 4 avec Art of War. Potentiellement 4 avec Art of War. Avec Spreading Flame. Voilà, et puis derrière, vous mettez un Razor N'oubliez Reflex. pas les Razor Reflex. Voilà, et puis au final, ça fait un Phoenix Flame à 7. 0 pour 8. Et vous êtes content. 0 pour 8, magnifique attaque. Donc voilà, il y a plein de plays. Il y a plein de plays à faire comme ça avec Faille que vous allez découvrir quand vous jouez le héros. Mais je vais dire que, et je finirai avec Faille là-dessus, la ligne de play qui fait que Faille est un deck extrêmement fort, c'est qu'il peut représenter potentiellement 3 attaques avec 2 cartes en main. Et ça, c'est le combo que je montre en général aux nouveaux joueurs. C'est, imaginons, il ne vous reste que 2 cartes en main. Un Brain with Cinderclaw, rouge, et un Lava Vein Loyalty. Voilà. Donc une bleue, évidemment. Et ben ça peut vous permettre de faire Brain with Cinderclaw,
3 go again. Vous allez pitcher votre bleu pour faire une attaque de Searing Ember Blade, 3 go again. Et vous allez utiliser votre dernier pitch pour faire le pouvoir de faille et aller chercher un go again. Et pour éventuellement, si vous avez un Lava Burst en arsenal, en fait, avec 2 cartes en main, vous représentez 13 points de dégâts sur 4 attaques différentes. Et c'est ce qui fait que Faille, pour moi, est fort. C'est une très bonne description de pourquoi Faille est fort. C'est ce genre de ligne de play, c'est absolument cauchemardesque pour les autres decks. C'est 4 attaques avec 2 cartes en main. Bon, voilà. Et puis au pire, vous n'avez pas d'arsenal, vous faites quand même une chaîne ligne de 3. Donc il suffit que la personne... 7 avec 2 cartes. Ouais, c'est ça. Donc dans une situation où vous vous êtes fait disrupt parce qu'il ne vous reste que 2 cartes en main, ou dans une situation où vous avez dû bloquer parce qu'il ne vous reste que 2 cartes en main, si vous avez encore le Mask of the Punching, ça peut encore plus partir. Donc c'est ce genre de ligne de play qui fait que Faille est extrêmement fort et que maintenant on joue plus le... C'est une question qu'on me pose aussi souvent. On a plutôt tendance à jouer l'Emberblade. On joue plus du tout les Kodachi parce qu'on préférera jouer le Mask of Pouncing Lynx et Kodachi est moins intéressant avec Pouncing Lynx plutôt qu'avec le Momentum. Donc on laissera les Kodachi à notre ami Katsu. Le fameux. Voilà. Donc voilà. À part dire, allez-y, jouez Faille. Et puis vous pouvez toujours venir me DM, il n'y a aucun problème. J'essaie de répondre aux gens qui viennent me voir. C'est un deck, ouais. Tous Faille. Parce que si vous jouez Faille, vous pushez les Dromai out de la méta. Et moi, je peux jouer les decks que j'ai envie de jouer. Ouais. Sauf qu'on se prend des Tomeltai. Je dirais pas lesquels, parce que je vais garder le secret jusqu'au ProQuest. Il va jouer Azalea, quoi. Mais si vous pushez les Dromai en dehors de la méta, ça m'arrange. Voilà. Ou si vous avez des croisants, vous pouvez jouer Dromai. Il sera content. En vrai, faut savoir que vraiment, j'ai 4 decks. J'en ai 3 a priori vraiment où je me sentirais de les jouer. Mais j'ai 4 decks en tête pour la saison de ProQuest. Et les 4 ont un match-up plus ou moins compliqué contre Dromai. C'est un truc de fou. En sachant qu'on a un des meilleurs match-up contre Dromai avec Faille, il me semble. Enfin, les decks aggro en général, mais Faille vraiment. Grâce au Mask of Momentum. Grâce au Mask of Momentum. Grâce au Mask of Momentum. Après, Dromai peut jouer autour et peut faire des choses, mais effectivement, ça reste un de ses pires match-up avec potentiellement Viserai pour d'autres raisons. D'ailleurs, petite anecdote rigolote. Dromai est un des rares decks qui est capable de fatiguer un Faille quand il est excellemment bien joué. Voilà, parce que si jamais un Tomeltai arrive et vous casse votre masque, il y a de fortes chances que votre adversaire décide de partir à la fatigue contre vous, et ça peut devenir très très compliqué. Voilà. Mais sinon avec le masque, c'est... Voilà. Avec le masque, ça va. Ça va, avec le masque, ça va. On pioche tous les tours, on est plutôt content. Voilà. J'ai une petite question à poser du coup avant qu'on passe à la catégorie de croissance, parce que je crois que tu as fait le tour à peu près. Du coup, quels sont les match-ups que tu estimes bons et mauvais avec le deck? Parce que on a parlé de ce que tu sidais dans certains match-ups, on a parlé vaguement justement du fait que tu penses, en tout cas, et c'est assez prouvé que Faille peut battre Dromai, que Dromai est un des meilleurs match-ups de Faille. Ça, on l'a dit. Dans les match-ups qu'on va croiser, puisque là on se prépare avant tout au ProQuest, qu'est-ce que tu estimes que les gens justement... dans quelle situation tu estimes que ce deck va être fort justement face à quel match-up, donc face auquel il va être plus difficile, etc. Alors, on va dire que... Alors, je reviens beaucoup dessus, vous l'avez beaucoup entendu cet épisode, mais pour moi, Faille est légèrement avantagé contre les decks aggro. Donc quand je dis deck aggro, c'est Braillard, Viserai, Katsu, enfin les Katsu aggro, tous les decks qui vont chercher à agresser. Faille va être plus ou moins devant, de pas beaucoup, ça va être du 55-45, juste à cause de ce Mask of the Pouncing Lynx, qui en fait vous assure votre attaque, là où typiquement, c'est un des exemples qu'on donne le plus, dans le match-up, donc Braillard-Faille, Braillard gagne si elle sort son Channel Mount héroïque les premiers tours. Elle est obligée de le faire, parce que sinon, en général, le tour où le channel va sortir, c'est là où Faille va dire très bien, il a un channel, sauf que le problème c'est qu'il va être obligé de bloquer, parce que sinon moi je le tue. Donc en fait la Braillard ne va pas pouvoir profiter de cet avantage, et c'est là où Faille se démarque. C'est qu'en fait il a tendance à vraiment mettre à l'amende les autres decks aggro grâce à ce Mask of Pouncing Lynx. Les decks où Faille va en revanche avoir plus de mal, ça va être Bravo.
ça va être Azalea, aussi bizarre que ça puisse paraître, et ça je l'avoue complètement. Ça va être la liste Islander de Hamilton. Il peut avoir du mal selon, mais ça c'est purement au niveau du skill, parce qu'il faut très 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 bien connaître le match-up, là c'est surtout de la connaissance de match-up. Mais je pense que les 3 plus mauvais match-up de faille, ça va être Bravo, Azalea, Holdim. Holdim bien joué, hein. Holdim qui joue bien peut vous tempo assez longtemps, repérer le tour où vous allez chercher à le burst et réussir à préparer un peu les tours où vous allez faire des Art of War et un peu vous détruire ces tours-là. Sinon, c'est à peu près du 50, entre 50 et 60% tout le reste des decks, du fait justement qu'il est extrêmement consistant dans la Avec méta actuelle. 70% contre Dromai. Avec 70% contre Dromai, voire plus. Et, Voire plus. et comment tu considères, parce que tu as parlé de deck aggro, mais sans citer Dash, comment tu vois le match-up Faille contre Dash, je le considère dans des decks aggro. Pour moi, Dash est un deck aggro et c'est à peu près la même chose. C'est vraiment, bon, pour parler un peu crûment, ça va être à grands coups de mandale dans la tête. Et ça s'est vu, hein, je me souviens justement de ce match contre Pedro. Ça a vraiment été je bourre, il me regarde, et puis il bourre, et il me regarde, et à un moment on est tous les deux à 10 points de vie, et là on se dit bon, là on va commencer à jouer. Et au final, ben, t'en as parlé, mais du coup, il me finit parce que en fait, j'arrive à calculer. Il y a une seule carte qui me tue dans mes calculs. Cette carte, c'est Maximum Velocity. Malheureusement, on peut pas tourner autour en tant que faille. On peut pas tourner autour d'une attaque à 10. Et il finit par un Maximum Velocity. Et quand je la vois, je comprends que je perds là-dessus. Et c'est tout à fait normal. Il joue bien, Pedro en général. Il prépare bien ce genre de tour. Moi, je Donc, pense qu'avec la nouvelle liste que Hayden a sortie, je pense que le match-up est pour Dash. alors, pour le coup, Pas t'as de parlé beaucoup, du comme tu Hanabi. disais, mais je pense. T'as parlé du Hanabi, il me semble. Là, je peux parler aussi du Winnobox qu'on a fait, où j'ai fini donc 3e, 4e. Et en fait, Ah oui, celui que j'ai gagné. celui que tu as gagné. Mais en fait, ce qui est très très drôle dans ce Winnobox, c'est que j'ai affronté. Avec Azalea. Avec Azalea, tout à fait. Dans ce Winnobox, j'ai affronté 2 fois donc Mums, qui était sur Dash, Ouais. une fois pendant les phases de pool, et la deuxième fois donc en 3e, 4e place du coup, en demi-finale. La première fois, il jouait le Hanabi contre moi, il n'a pas pu mettre un seul marqueur. La deuxième fois, il a joué le pistolet et il m'a éclaté la tête. Et à la fin de la game, il m'a dit en effet, pistolet contre faille, c'est quand même vachement mieux. Parce que le problème, en fait, c'est que tu pourras jouer un deck aggro pour aller stack ton Hanabi. Je ne connais pas la liste de Dash, peut-être que je me trompe. Mais c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Je sais pas si tu pourras vraiment tanker autant En fait, de tours de faille pour charger ton Hanabi, tu vois. C'est juste ça, en fait, moi. je pense que genre les listes actuelles, ce sont des listes qui sont censées, si tu sors pas trop mal, output plus de dégâts que faille. Or, ton premier gros tour Le gros tour. setup Mm. ou ton tour avec le masque, mais ton average est meilleur que celui de faille théoriquement. Et en fait, t'as maximum velocity pour combattre un peu le high roll Art of War de faille, qui est ton high roll à toi entre guillemets. Et je pense que la liste que Mums jouait à l'époque était beaucoup moins opti pour jouer à Nabi. C'est une liste qu'on avait fait ensemble la veille et on n'avait pas du tout les mêmes idées que les listes qu'il y a actuellement qui jouent à Nabi. Et je pense aussi que, enfin après j'ai pas vu vos games, mais c'est possible que Mums, avec son passif d'Oldim, bloque un petit peu trop par moment. Alors pour le coup, il avait rien bloqué du tout et il m'avait race, il m'avait bien race. Attends, mais sans rien bloquer et en raceant, il a pas mis de compteur sur Hanabi? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est comme tu le dis, c'est comme on l'a dit juste avant dans l'épisode, c'est que Faye a son gros tour avec le Mask of the Pouncing Lynx qui arrive à contrebalancer justement ces attaques, parce que Dash va faire des attaques à 5-6, et en fait, ça va contrebalancer ce Mask of Pouncing Lynx. Et en fait, on est arrivé à un moment dans la game où en fait, il s'est retrouvé obligé de bloquer, et du coup, où il ne pouvait plus charger le Hanabi. Et c'est à ce moment-là où ça a été décisif. Oui, mais t'as surtout qu'il n'y avait pas eu de marqueur. Non. C'est ça qui me perturbe. Là. Aucun moment. Il y en a forcément eu au début, en tout cas. J'ai un peu. Alors, il s'est pris un Art of War instantanément. Donc Oui, non, mais la game s'est bien passée pour moi. La game s'est bien passée pour moi. Mais tu vois, ce genre de game, le pistol il change rien. Genre, le pistol, la game, pour elle le est perdue coup. parce que la game elle est perdue parce que Dash fait des tours à 16 et 18 et que Faye a fait un tour à 35. Tu vois, en fait, le problème, c'est que la différence, c'est que le pistol,
il avait quand même réussi à le charger, et en fait, ça avait fait un peu le même effet que les Phoenix Flame, et c'est un peu pour ça aussi que Dash est un excellent Ouais. adversaire contre, donc pour Faille. C'est qu'en fait, Dash a tendance également en fin de chaîne à dire ok, bon, j'ai un petit pitch flottant, allez, let's go, on va faire des petits pics à 2, et en fait, ce 2, c'est 2, c'est pas grand chose comme attaque, mais quand c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, c'est là où ça commence à vraiment compter, Oui, c'est sûr. et c'est comme ce Les gars, petit Phoenix Flame à la fin, quoi. dernier point si vous avez à dire, parce qu'on va Mm. passer à la suite. Ouais. Refaire un match d'Armory, je suis pas sûr que ce soit le point du podcast. Non, là, mais là pour le C'était un coup, match c'était de ça. Winnerbox déjà. Non, mais là pour le coup, c'était Pardon, avec. pardon. Là, c'était pour le plot Le, de faille, le, donc. le C'était point intéressant. était très Voilà. intéressant. Le point était très intéressant, mais justement, si du coup, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Yes. À part, Mm. si vous avez encore des choses à se dire sur le perso. Bah Non, 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 je pense que ouais. effectivement c'est un très bon choix pour la prochaine saison Oui. de ProQuest. Je pense qu'on a assez parlé quand même des forces, des faiblesses, de certains match-ups, Si. de choses qui peuvent être un peu tricky. C'est ça. Comme tous les decks aggro, c'est des decks qui ont moins de capacité de bloc et sont sensibles à de la disruption. Mm. Donc ce Ce qui qui est va faire la logique. différence entre les très bons joueurs et les joueurs plus moyens, c'est comment vous jouez bien autour de cette disruption, comment vous arrivez à setup correctement vos Art of War, etc. Mais c'est un deck, nous on a regardé des mains avec Paul il y a quelques jours. C'est un deck qui a des averages en général entre 14 et 16 sur une main donnée de 4 cartes, ce qui est très très haut. Parce que c'est au-dessus des 12 de blocs d'average que les decks même défensifs ou mid-range vont avoir. Mm. Et derrière, tu as ce potentiel de burst dont tu as parlé plusieurs fois, Knight, qui permet de faire des tours entre 20 et 30 plus dégâts. Et où là, bah, pareil, en fait, c'est des tours qui vont liquer une vingtaine de dégâts au moins et qui vont te donner l'edge contre tous les decks aggro. C'est ça. C'est un deck qui a très peu de vrais très mauvais match-up, même s'il a des match-up défavorables. C'est un deck qui est très consistant, qui a un des meilleurs outputs, si ce n'est le meilleur des decks aggro. Et donc tout ça en fait a priori un très bon choix pour la prochaine saison de ProQuest. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais ouais, genre la raison de pourquoi pour moi les plus mauvais match-up, ça va être. Enfin, Hold'em, j'ai dit pourquoi. C'est parce que Hold'em, ça va avoir tendance à très très bien défendre et à plutôt vous empêcher de jouer. Mais pour moi, c'est Bravo et Azalea, pour la simple et bonne raison que ça dominate. Et qu'en fait, le dominate, ben, vous êtes obligé de la première fois lâcher tous vos équipements pour pouvoir empêcher potentiellement un crush ou quelque chose qui vous empêche de jouer. Et par contre, la deuxième fois, ben, un Red in the Ledger, voilà, un Spinal Crush, etc. Ça a vraiment tendance à vous tuer des mains. Et du coup, bah, ça va être le plus compliqué à gérer. Ça va être ces dominates-là. Voilà, donc pour moi, c'est clairement les plus mauvais match-up. Le reste, c'est assez even, c'est assez équivalent. Je finirai sur un dernier truc. Le deck Blitz de Faille est très cool si vous voulez apprendre à jouer. Et ça, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Flesh and Blood, de faire des decks Blitz bien faits. Et le deck Blitz de Faille est bien fait. Donc, surtout, n'hésitez ceux de pas. Pricing, Blitz et Droma, ils sont vraiment, vraiment bien. Mieux que ceux des decks d'avant. C'est ça. Enfin, des extensions. Écoutez. Bon, regarde, merci à vous pour à toi sur l'explication et à Croissant pour les débats. Et nous pouvons donc passer au dernier point de notre rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire le point règle. Croissant, que nous as-tu réservé aujourd'hui? Alors je vais essayer de faire vraiment rapide, je dis ça à chaque fois et à chaque fois j'y arrive pas, mais là comme la vidéo dure depuis déjà je sais pas combien de temps. On est conscient que cette vidéo a duré 2h30 et qu'elle sera aussi longue que la vidéo Dynasty, t'inquiète. C'est pas grave, on est là pour apprendre aux gens et je pense que quand on parle d'un deck, c'est bien de prendre le temps de dire ce qu'on a à dire dessus. Aujourd'hui je vais juste vous parler d'un truc qui s'appelle les effets de remplacement et plus précisément des effets de prévention. Qui sont un certain type de replacement effect. Et donc, pour notre exemple, on va avoir un Sigil of Protection, qui est une carte qui a le mot-clé Ward, qui est apparu avec Uprising, qui a Ward 4 pour sa version rouge. Donc, Ward, c'est si votre héros devrait prendre des dégâts, à la place, vous détruisez la carte qui a Ward et vous prévenez autant de dégâts que le nombre. Donc, pour Ward 4, vous prévenez 4 dégâts. L'autre chose qu'on va avoir, c'est Quell. Et donc là, c'est sur les Quelling Sleepers, qui sont une très belle pièce d'équipement, moi que je trouve très très jolie en call foil d'Uprising également. Et Quell, c'est un nouveau mot-clé aussi qui vient d'Uprising. Et qui dit, quand on a Quell 1 par exemple, si votre héros devrait prendre des dégâts, vous pouvez payer une ressource pour prévenir un dégât de ces dégâts que vous devriez prendre, donc un dégât de cette source.
Si vous le faites, vous détruisez les Quelling Sleepers au début de votre end phase. Ce qui est intéressant du coup avec ces deux choses-là, c'est que c'est donc deux effets de remplacement. Et lorsqu'on a des effets de remplacement qui devraient venir remplacer un événement, donc là l'événement ça va être se faire attaquer par un double strike qu'on ne défend pas et qui donc devrait nous mettre un dégât. Donc en damage step, lorsque l'événement prendre un dégât arrive, le jeu va voir qu'il y a des replacement effects qui sont actifs avant cet événement-là, il faut qu'ils soient actifs avant, qui peuvent venir remplacer cet événement pour remplacer les prenez un dégât par autre chose. Dans ce cas-là, ce serait ne pas prendre les 1 dégâts. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est que si vous laissez le Sigil of Protection se détruire, le Ward 4, donc qui pourrait prévenir 4 dégâts d'un coup, va n'en prévenir qu'un et ne va pas rester pour les dégâts suivants. Donc vous allez, entre guillemets, perdre de la protection. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, lorsque vous avez deux effets de remplacement différents, c'est décider dans quel sens ils vont se mettre sur la pile et dans quel sens ils vont se résoudre. Ce qui signifie que lorsque vous deviez prendre un dégât du double strike, vous pouvez par exemple décider de résoudre d'abord le quell, de payer une ressource en pitchant une carte pour ce quell, et si vous le faites, en pitchant pour quell, l'événement prenez un dégât lié au fait que double strike hit votre héros va devenir ne pas prendre de dégâts puisqu'il est remplacé par le quell qui dit annule un point de damage. Et donc lorsqu'on va arriver dans la stack à l'effet de remplacement de Sigil of Protection, il ne va pas se déclencher, le ward ne va pas se détruire puisque le ward ne peut pas se détruire pour remplacer un événement de dégâts puisqu'il n'y a plus d'événement de dégâts. Ce qui vous permet de garder votre Sigil of Protection pour peut-être une attaque juste après, tel un snatch ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est intéressant parce que selon l'événement qui se passe et comment vous voulez utiliser vos effets de remplacement, vous pouvez en garder un pour plus tard. À l'inverse, si vous décidez de mettre le Sigil of Protection avant, il va se détruire. Vous allez prévenir 4 dégâts de la source, donc là, un seul puisqu'il n'y a qu'un seul dégât. Et vous n'aurez pas après la possibilité de pitcher pour les Quelling Sleepers, même si vous aviez envie de pitcher une carte pour l'enlever de votre main, puisque, encore une fois, vous ne pourrez pas activer Quell pour annuler un dégât sur un événement où il n'y a plus de dégâts. Ok. Voilà. C'est vraiment le rappel du... dès qu'un truc se met sur le layer, il check sa condition dès le début. Il check sa condition avant de s'activer. Ce qui est super important. En vrai, c'est super important de se rappeler que ça marche comme ça. C'est important aussi avec les Spectral Shield de Prism, par exemple, parce que du coup, vous pouvez décider lesquels pop avant lesquels s'ils n'ont pas besoin de tous être détruits pour prévenir des dégâts. C'est important avec l'Arcane Barrière, qui fonctionne de la même façon également. Les Spell Void, contre aussi les dégâts d'Arcane qui fonctionnent pareil. Vous n'êtes pas obligé de détruire vos Spell Void, vous pouvez stacker d'une manière ou d'une autre pour faire des choses avant ou après, selon ce que vous avez envie d'utiliser si vous avez plusieurs effets de remplacement. Et ça permet d'adapter au mieux et d'ajuster au mieux pour ne pas perdre de prévention de dégâts d'une certaine manière, comme ce serait le cas là par exemple si vous utilisez d'abord le ward avant d'utiliser ou de tenter d'utiliser le quell. Ok. Nice. Voilà. Bon à savoir. Bon à savoir si vous voulez quell des Phoenix Flame. Parce que moi les Phoenix Flame dans les Sigil of Protection, I like that. On aime. Pour le draft de pricing, ça, parce que c'est une carte qui voit pas beaucoup de play en construit, le Sigil of Protection. Ah, pour le coup, oui, ça c'est. Ouais. Draft pricing, c'est ça, voilà. Peut-être même draft d'outsider, peut-être, on sait jamais, hein, s'il y en a d'autres dans outsider. C'est possible. On sait jamais. C'est un mot que j'aime bien, moi, qui pour l'instant est pas très développé et pas très joué en construit ou même en blitz, mais je pense que Quell, c'est un mot-clé qui a de l'avenir et qui plus sera print sur des équipements qui ont de la value par ailleurs. On le voit déjà avec des cartes comme Silken Form d'Andromai, plus le mot-clé apparaîtra impactant et je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Ok. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, les amis, c'est la fin de notre épisode qui est, je pense, le plus long à parler hors série depuis le début. Ça va être un des plus longs, ouais, je pense. Bah, en fait, vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière, du coup on a fait un double épisode. Voilà. Du coup beaucoup à parler. Vous l'avez pas dit, c'était mais tout était préparé, c'est pas du tout de l'improvisation ou le fait qu'on avait particulièrement envie de parler et que on s'est lâché. J'avais surtout envie de parler et ça me fait très plaisir d'être revenu parler avec vous.
pire, c'est que je suis pas sûr que ce soit toi qui ait le plus parlé, alors que pourtant c'est ton épisode. Non, mais ça, Ouais, dans mes croissants, on a l'habitude. Même les Non, mais auditeurs, ils ont l'habitude. Même c'est moi, ça. je pense que j'ai beaucoup parlé. Tu vois. Même moi, je pense que j'ai beaucoup parlé, alors que c'est un épisode où j'avais pas forcément grand-chose à dire, vu que c'est toi l'expert de faille. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Encore merci à tous nos auditeurs, à nos viewers qui sont là, Mm. qui viennent sur le Discord, qui mettent des commentaires, Claire. qui regardent ou écoutent silencieusement. Les croissants va rajouter Croissant, quelque chose, vas-y. je crois. T'as un truc à dire? Ah, j'ai juste un dernier point. Je savais pas trop où le caler dans la vidéo, donc je le dis maintenant. N'hésitez pas sous les commentaires de cette vidéo ou dans un de nos MP ou sur notre Discord, etc. Dans les commentaires, n'importe où, de nous dire si vous avez plutôt envie pour le prochain focus, je spoil un petit peu, que ce soit un focus sur Azalea ou sur Kano. Dans les deux cas, ce sera très probablement moi qui le ferai. On a 2 voire 3 autres héros qu'on aimerait bien faire aussi, donc ça va s'étaler probablement sur un peu plus que la saison de ProQuest, puisque ce sera après le début des premiers ProQuest, mais c'est pas très grave. Pour lesquels on a, en tout cas pour une grande partie, déjà des guests en tête. On va probablement faire revenir des invités comme on a fait avec Smilou, notamment pour Dash. Puisqu'on a des gens dans la communauté qui sont très bons sur des héros. Mais moi, pour des raisons différentes dont je parlerai dans l'épisode selon ce que vous aurez choisi, je pense que Kano et Azalea, pour des raisons très différentes, sont des picks qui sont potentiellement intéressants pour cette prochaine saison. Et c'est aussi, de manière très honnête, même si c'est pas les meilleurs picks et les meilleurs decks en termes de power level actuellement, c'est des héros qui sont les héros que je préfère et que vraiment j'adore. Et donc j'ai envie d'en parler aussi et de me faire un peu plaisir. Et en vrai, j'ai l'impression que dans la communauté, c'est des héros qui sont aussi relativement appréciés, surtout Azalea. Donc n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires ou sur notre Discord si vous avez une préférence pour l'un des deux. Et du coup, la semaine prochaine, sauf changement, ce sera un focus sur Azalea ou Kano. Voilà, donc n'hésitez pas, le Discord existe, les commentaires existent, il y a vraiment beaucoup de façons de nous contacter. Donc, même, on a même un Twitter, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le suit, mais n'hésitez pas à suivre aussi le petit Twitter. Vous êtes toujours au rendez-vous, vous êtes toujours plus nombreux, c'est incroyable. Genre, quand on a lancé ça l'année dernière, on ne s'attendait pas à avoir une commu aussi présente. Ouais. Genre, on est quasiment 50 sur le Discord, je crois, bientôt, non? Ouais, on est bien monté sur le Discord, mais moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est un peu moi qui me charge de tout ce qui est statistiques, trucs un peu techniques, c'est un peu mon rôle. Et c'est vrai que là, à chaque fois, plus je regarde les stats, et il y a des moments où vraiment ça me. Voilà, quand j'ai vu les messages pop, bonjour, vous avez fait 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues, 5000 vues, tu te dis, mais on a lancé ça il y a 1 mois et demi. Même quand ça fait tu beaucoup, as tu posté le truc sur. Quand tu as, Oui. on partagé sur Apple Podcast. On était super bien premier placé. dans la catégorie gaming sur Apple Podcast. Alors pourquoi, mais je sais pas, mais voilà, bah merci. Donc c'est très très cool, ouais, parce qu'on n'oublie pas, on vous oublie pas les gens sur Spotify. Vous êtes beaucoup à dire que vous écoutez vraiment sans la vidéo, et toujours un plaisir, en tout cas, de faire ça avec vous. Yes, Voilà. Merci tout le monde. Des bisous et à la semaine prochaine. Beaucoup, ouais. Et en plus, le Encore moment bonne où le année. prochain épisode sort, ce sera le jour de mon anniversaire. Oh, Pas incroyable. celui-là, mais le suivant. Ça va être beau. Magnifique. Je le rappellerai au début de l'enregistrement. Il le redira. Et bah des bisous Allez, tout le monde, Des bisous tout le monde. et à la prochaine.